en lien avec également la relation France-Comore, en toile de fond, je dirais même. Et il y avait anciennement déjà un réseau d'élus franco-comoriens qui existait, le REFOC, un des membres fondateurs est en bas, il n'a pas pu monter. Mais d'autres élus se sont constitués aujourd'hui en espèce de lobbying pour essayer de monter des réunions, pour sensibiliser, pour informer sur la situation, parce qu'aujourd'hui on a un récit qui se passe dans le mainstream, dans les médias qui sont en cours, qui sont les médias principaux et qui véhiculent un discours sur Mayotte et sur l'opération qui s'y passe, et sur la station Mayotte-Comore, cette espèce de dichotomie qui fera d'ailleurs rediscuter, qui nous dérange et qui est un mainstream qui est un petit peu une espèce de matraquage idéologique sur ce qui s'y passe. Donc ce qu'on voulait, c'était vraiment sensibiliser sur la réalité que vivent les populations présentes, vivantes à Mayotte, que ce soit les Mahorais ou les personnes des autres pays vivants, migrants également, et vivant en harmonie ou pas. Et puis aussi, on voulait effectivement avoir publiquement une position de condamnation de l'action publique, depuis la départementalisation de Mayotte, avec la sous-capacitation de ce département qui est maintenu dans un état de sous-développement, la position de violation, de respect des droits de l'homme, que ce soit des droits, si l'État est un État de droit, il doit être un État de droit pour tous, que ce soit les nationaux comme les personnes qui vivent sur ce territoire, la garantie elle est pour tous, hein, la liberté de transport, d'éducation, d'accès aux soins, également les droits et devoirs qui sont dus à l'humain en général, auxquels la France a été signataire de nombreuses conventions à l'international. Et vraiment, notre position en tant qu'élu, c'était vraiment de vouloir avoir des prises de position, déjà l'arrêt systématique de l'opération Wambouchou, la condamnation des propos tenus par le vice-président ou le président du département de Mayotte, qui sont inacceptables et inadmissibles. Ça aurait été un maire, il aurait été évoqué depuis très longtemps. Nous, notre position, c'est qu'on ne peut pas se résigner à avoir juste des excuses ou des propos de maladresse. Non, il nous faut une sanction contre cet élu, qui est un élu de la République. S'il y a une défiance aujourd'hui de plus en plus des politiques, c'est parce qu'ils se permettent des choses que n'importe quel autre citoyen n'aurait pas eu le droit de faire sans être condamné. Hein, donc effectivement, il a fait sur des médias en plus mainstream à nouveau. Donc, vraiment, ce sujet-là, pour nous, en tant qu'élus, c'est aussi que l'État doit être un État de droit, il doit revenir au respect du droit national, international. Enfin, on en parlera également de la position des Comores et de Mayotte, la départementalisation, comment cela s'est fait, comment est-ce qu'a été également manqué de respect ou violé l'intégrité territoriale des Comores, et comment aujourd'hui, nous, ce qu'on aimerait, c'est que la France prend acte et fait qu'elle est en violation des résolutions des Nations Unies, et qu'aujourd'hui, la diplomatie qu'elle opère à l'endroit des Comores et sur la zone océan Indien avec la population mahoraise ne peut pas être que sécuritaire, ne peut pas être qu'un chantage à l'aide au développement. Donc on est vraiment dans un alignement de valeurs qui ne sont plus les valeurs de droits de l'homme. Donc aujourd'hui, je remercie beaucoup les panélistes qui ont pris le temps d'attendre, parce que ça fait plus d'1h30 qu'on attend pour que ça puisse commencer. Et vraiment, excusez-moi comment certains n'ont pas pu nous rejoindre, certains ont dû partir d'ailleurs. On est un peu un public resserré. C'est la deuxième réunion qu'on monte à l'Assemblée nationale, parce qu'on s'est donné comme ambition d'essayer de sensibiliser, informer le plus de députés et sénateurs possible. On a fait une rencontre avec Mohamed, qui a eu 93, avec la sénatrice Mme Assassi, avec la députée Mme Sarbena Sebaï, c'est-à-dire qu'on est ouvert à vraiment sensibiliser, informer et essayer d'embarquer pour qu'il y ait demain un wagon parlementaire. Et puis après, on parlera un peu plus aussi de ce que nous, citoyens alpha, citoyens élus ou pas, effectivement, comment on peut aussi contribuer à cette action pour que demain on puisse avoir une résonance. Donc je vais laisser un petit peu vous avez tous des micros, les panélistes se présenter. On va voir un petit peu sous différents angles aujourd'hui ces prises de vue sur cette opération, que ce soit du volet juridique, historique, aussi l'état sanitaire, social de Mayotte, et puis après, effectivement, il y a beaucoup de collectifs qui se sont mobilisés, qui font des manifestations, des événements de leur côté, avoir également votre retour sur les actions menées, et c'est ce qu'on peut mener ensemble. Notre sortie de cette réunion, c'est pas de se dire les choses pour se les dire, c'est de construire. Donc notre sortie de cette réunion, c'est de se voir ce qu'on pourra mettre ensemble comme synergie et comme convergence de nos forces, de nos mobilisations, pour qu'on arrête d'être disséminés aussi, parce que disséminés, on n'arrive pas à construire, à être audible, et aussi pour qu'on ait un plus grand impact. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas suffisamment nombreux, mais beaucoup de monde nous fait comprendre de leur absence, qu'ils ne pouvaient pas être là, mais qu'ils étaient avec nous, et que demain, si on fait une mobilisation, on sera bien plus nombreux. Et c'est l'enjeu. Je vous laisse vous présenter, je pense que vous avez un micro devant vous. Oui, il faut appuyer. Ça marche ? Oui, vous m'entendez, je pense que vous pouvez entendre. Ouais, ça va ? D'accord. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Solène Dien et j'ai travaillé pendant plusieurs années à Mayotte dans une structure d'accès au droit qui accompagnait les personnes étrangères dans leurs démarches liées au séjour, à la nationalité, occasionnellement aussi au droit d'asile. Donc je parlerai juste des différentes dérogations qui existent à Mayotte.
Je peux continuer. Je me présente, je suis Louis-Georges Hutin, l'ancien président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires. Et aujourd'hui, je suis le Premier ministre de l'État de la diaspora africaine. Et c'est à ce titre-là que je suis là aujourd'hui. Je suis Dominique Sopo, président de SOS Racisme. C'est Maître Louis Jeunesse, avocat au barreau de Paris. Donc pour commencer, on va déjà faire une espèce de recontextualisation par rapport à l'opération, d'un volet historique, parce qu'effectivement, on a l'impression que Mayotte a toujours été français, mais il y a eu des va-et-vient dans cette historicité de la francéité de Mayotte ou pas d'ailleurs. Et l'idée, ce serait de voir comment aujourd'hui, il y a des causes et effets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va agir sur des conséquences de sécurité et de logement insalubre, mais il y a des causes qui sont très profondes, qui n'ont jamais été assainies, qui n'ont jamais été traitées, et qui perdurent aujourd'hui dans la lecture qu'on a aujourd'hui de l'opération Wambushu. Donc, nous avons une personne en présence qui va nous parler un petit peu du volet historique, qui va venir avec nous rejoindre, Alice. Oui. Et dans un deuxième temps, après, on abordera, parce que, comme ce qui a été dit, c'est qu'il y a plusieurs initiatives qui ont été portées. Oui, j'en prie, tu peux t'asseoir. Ensuite, on abordera, à part si tu veux rester debout. Non, c'est bon. Ensuite, on abordera le volet juridique, c'est-à-dire qu'il faut savoir que beaucoup de recours ont déjà été portés, et que voilà, vous apprendrez l'état de ces recours aujourd'hui et pourquoi il faut aussi les soutenir. Merci Ali. Je sais pas si ça marche le micro ici. Enfin, on entend, hein, de toute façon. C'est incroyable. Comment? Donc c'est un micro pour enregistrer, j'imagine. C'est son week-end aujourd'hui. Oui, non, celui-là. Non, mais c'est là. Je n'ai pas l'impression. Non, mais là, Ça marche pas bon. c'est pas grave. Il est pas très On long. t'entend bien. Hein. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et merci de m'écouter, de votre attention. Je suis là, je me présente, je m'appelle Hachim Ali Saïd, donc je suis le représentant du XUM, collectif Stop Wambushu à Mayotte. On a été le premier à être alerté par nos amis à Mayotte et puis à La Réunion, en nous disant qu'il allait se passer quelque chose à Mayotte. C'était en effet mars, début avril. On a été le premier donc, à mobiliser des associations comoriennes et la société civile aux Comores et ici. Et on a organisé donc, les premières manifestations contre Wambushu dans les grandes villes de France, Lyon, Marseille, Paris, Dunkerque, Nantes, et aussi à Saint-Denis de La Réunion. Et ensuite, on a une structure aussi qui s'appelle CEDISCOM, qui fait partie aussi de ce collectif Stop Wambushu. Je le rappelle encore une fois, qui regroupe toutes les associations et de la société civile aux Comores et ici en France, essentiellement. Et là, ce que je vais faire comme intervention, c'est l'intervention de notre ami Swali Kez, qui est un historien. Donc les propos que je vais apporter là ne sont pas les miens, ce sont ceux de l'historien qui essaie de déconstruire donc, la thèse des séparatistes maorais sur l'inexistence de liens politiques, culturels et familiaux entre les îles avant l'arrivée du colon français au XIXe siècle. Donc leur thèse, c'est de dire qu'il n'y a pas de lien entre les îles et qu'on ne peut pas prétendre parler d'unité politique, unité culturelle, etc. avant la colonisation, comme si les îles n'existaient pas avant que la France arrive dans les îles au XIXe siècle. Donc voilà les propos de l'historien qui dit que bien avant l'avènement de la France dans la région de l'océan Indien, en 1841, des liens politiques ont existé entre les îles de l'archipel des Comores. Il y avait surtout cette volonté d'unir les îles sous l'autorité d'un sultan. C'est particulièrement le sultan d'Anjouan qui a toujours été très actif dans cette perspective de pouvoir unir, de vouloir unir l'ensemble des îles de l'archipel sous son autorité. Exemple, le parallèle avec l'île de Madagascar, l'île d'à côté, où il y avait d'autres sultanats, par exemple les Tinsaraka et les Sakalava, etc. Mais toujours est-il que c'est le sultanat du centre du royaume de Merm qui était le plus actif dans l'idée d'unir Madagascar sous son autorité. Aussi bien à Madagascar qu'aux Comores, avant l'avènement de la colonisation, l'archipel ou l'île de Madagascar n'était pas sous autorité d'un sultanat, malgré cette appellation du sultanat de Madagascar, mais c'était juste le nom qu'on avait donné. Quant aux îles, il n'y a pas eu un temps où toutes les îles étaient sous l'autorité
de façon permanente, mais en revanche, il y a eu des périodes de contact où on savait que, par exemple, entre 1833 et 1835, Mayotte était sous la domination de Ramanet Taka, qui était également le sultan de Moélie. Donc, ce qui veut dire que l'existence de cette relation entre les îles attestées que les îles avaient une relation, ça veut dire que bon, cet ensemble avait une relation, et il y avait même une relation de domination. Et d'ailleurs, même à Mayotte, on dit souvent, par rapport aux archives, que la grande dynastie de Mayotte était une dynastie d'origine anjouanaise et puis, entre 1833 et 1835, Mayotte était sous la domination de Ramanet Taka, qui est le sultan de Moélie. Donc voilà, souvenons-nous que Ramanet Taka c'était un nom malgache, hein, et donc qui était devenu donc, sultan de Moélie. Ce qui démontre déjà l'existence d'un lien politique avéré entre ces îles. Et je rappelle aussi une autre date. Ndianan Sud a quitté Madagascar en 1832. Donc c'est en 1832 qu'il a quitté Madagascar pour venir à Mayotte tout particulièrement. Mais au moment où Ramanet Taka a conquis Mayotte, Ndianan Sud, pendant cette période-là, était obligé de se réfugier en Anjouan. Là, nous sommes en 1833. À partir de 1834, le sultan d'Anjouan, le sultan Abdallah, qui n'était pas du tout d'accord du fait qu'un malgache vienne, les malgaches, c'est-à-dire Ndianan Sud, viennent occuper à la fois l'île de Mayotte et Moélie, étant donc du coup le sultan Abdallah II d'Anjouan va recruter Ndianan Sud comme un mercenaire en 1834 et il va l'envoyer à Madagascar pour aller recruter des mercenaires dans le cadre de la préparation de la reconquête de Mayotte. Ce qui a été fait puisqu'en octobre 1835 exactement, Ndianan Sud et Abdallah II reconquièrent donc Mayotte et puis regagnent en juin et installent Omar Maslaha comme gouverneur à Mayotte. C'est-à-dire qu'après qu'Anjouan a reconquis Mayotte avec l'aide d'Ndianan Sud, le sultan d'Anjouan a installé un gouverneur à Mayotte. Ceci est un fait historique qui existait bien avant. Nous sommes en 1835. Ça veut dire que la France n'est pas encore dans la zone de l'océan Indien, puisqu'elle est venue en 1841. Par conséquent, tout ceci constitue les éléments qui attestent qu'il y a bien eu une présence politique entre ces îles bien avant la colonisation. Donc ça, ce sont les propos donc, de l'historien qui démontrent que cette thèse n'a pas lieu d'être, puisqu'il y a une existence politique, culturelle entre les îles avant la colonisation. Merci. Pourquoi est-ce qu'on insiste sur le lien entre les îles en tant qu'entité territoriale? L'insistance, elle est pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui revendiquent la séparation des îles, sur la consultation, on en parlera de la population qui a été menée juste avant la période d'indépendance, elle est de dire qu'il n'y avait pas une entité territoriale et que la résolution que propose l'ONU en condamnant la France a été condamnée à plus de 20 reprises, elle n'est pas à date de la reconnaissance des frontières qu'il y a eu. Enfin voilà, il y a une contestation sur la date et la période. Mais de l'histoire, du découlement de l'histoire depuis l'évolution de ces quatre îles, elles ont toujours évolué ensemble. Après avec des systèmes de gouvernorat, aujourd'hui encore il y a une rotation présidentielle. Il y a des choses, il y a des gouverneurs par île, c'est un peu cet héritage d'ailleurs qu'on a aujourd'hui. Si Mayotte serait dans le giron comorien, il y aurait un gouverneur des Comores, comme ce qui s'est passé juste un temps. Donc vraiment c'est important de dire donc, cette histoire qu'elle fut, et aujourd'hui de dire que voilà, le combat qu'il y a idéologique sur les frontières, à quelle période, en fait, ce n'est qu'un combat postcolonial, comme il y a eu le combat de partage en Afrique sur les frontières, c'est-à-dire qu'on a, comment on a séparé le gâteau pour se dire un tel serait congolais, un tel serait zaïrois, enfin voilà, c'est la même logique qui est employée aujourd'hui dans l'océan Indien. Aujourd'hui, on s'appuie sur des bases institutionnelles avec la départementalisation pour écraser
cette histoire. Et c'est pour ça qu'il est très important qu'on puisse avoir des historiens qui vont essayer de nous rappeler ce que fut les Comores et ce qu'aujourd'hui on aimerait que soit reconnu et respecté. Dans un deuxième temps, on va prendre effectivement le témoignage et l'intervention des personnes qui ont fait des recours juridiques et qui ont permis aussi de porter auprès d'instances internationales et nationales des recours au titre de l'opération Mambouchou et de l'intervention de l'État. Je ne sais pas qui voudrait commencer. Donc on va laisser M. Louis Georgetin, Premier ministre de l'État de la diaspora africaine. De la diaspora africaine. Vous expliquerez ça consiste en quoi, si vous avez un moment. Merci. Oui, je peux commencer en effet par présenter l'état de la diaspora africaine. En quelques mots, les chefs d'État de l'Union africaine, en 2003, ont adopté une résolution disant que la diaspora africaine, c'est la 6e région. Comme vous le savez, il y a 5 régions sur le continent, l'Afrique du Nord, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Centre et l'Afrique de l'Ouest. Et la diaspora, eh bien, c'est la 6e région qui inclut 350 millions de personnes. Aux États-Unis, au Brésil, dans les Caraïbes, en Asie, en Europe et partout ailleurs. Et j'ai reçu un mandat de l'Union africaine pour mettre en place une entité qui a été présentée lors du sommet de l'Union africaine il y a pratiquement 5 ans, jour pour jour, en Mauritanie. Et donc nous avons un gouvernement que je dirige, nous avons un parlement, nous avons une chambre royale, et puis des programmes dans tous les domaines. Ça va de l'agriculture à la culture, en passant par les infrastructures. Nous construisons des villes, nous travaillons dans les domaines classiques des États, mais nous sommes un État sans frontières. Voilà un peu ce qui nous distingue des autres. Et pour venir évidemment au sujet qui nous occupe aujourd'hui, je dirais que quand j'entends les médias, je ne comprends pas. Il n'y a pas de problème migratoire à Mayotte. Pour qu'il y ait un problème migratoire à Mayotte, il faudrait qu'il y ait des migrants à Mayotte. Les personnes dont on parle sont chez elles. Il n'y a pas un problème migratoire à Mayotte, il y a un problème colonial à Mayotte. C'est évidemment très différent. La France, dans le contexte que l'on sait, a organisé ce référendum qui était organisé d'une manière illégale, et je me place naturellement du point de vue du droit international, qui s'est exprimé par l'ONU à de multiples reprises, plus de 20 fois, vous le rappeliez tout à l'heure, et par conséquent, on ne peut pas dire aux Comoriens qui sont sur l'une des îles des Comores qu'ils ne sont pas chez eux. Leurs familles sont sur plusieurs îles, leurs ancêtres sont parfois enterrés sur plusieurs îles, et la seule puissance étrangère que je vois à Mayotte, c'est la France. La France a donc décidé d'organiser ce référendum et de faire le comptage par île. Très bien, admettons, le vote a été fait de la sorte, et pour autant, cela ne remet pas en cause l'histoire et le droit international. Ce faisant, la France a créé une situation inextricable. Elle a créé le problème. Elle ne sait plus comment le gérer. Et dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, il y a 2 types de victimes. Il y a d'abord les Mahorais, à qui on a fait croire qu'ils auraient le niveau de vie de tous les autres Français. Évidemment, il n'en est rien. C'est le département le plus pauvre de France, et même d'Europe, puisque Mayotte est dans l'Europe, apparemment. Et on leur fera fait miroiter une quantité de choses qui étaient le miroir aux alouettes. Et donc, leur territoire est discriminé par rapport à tous les autres, en termes de dotation financière, en termes de droits et pour tout le reste. Je me rappelle que le CRAN, à l'époque où je le dirigeais, il y avait le CRAN Comores, le CRAN Mayotte, et nous avions entamé une action judiciaire contre le préfet pour que les enfants comoriens puissent être scolarisés, comme l'exige le droit international, comme l'exige le droit français. Et il a fallu cette pression judiciaire pour qu'en effet 500 enfants soient scolarisés à cette époque. Donc vous voyez, il y a évidemment une zone de non-droit, mais qui n'est pas le fait des Comoriens, qui est le fait de l'État français, qui ne respecte ni le droit français, ni le droit international. Donc il y a déjà ces victimes mahoraises dont je parlais, et puis il y a les autres Comoriens. Et l'État français dit aux Mahorais, si ça ne va pas, ce n'est pas notre faute, ce n'est pas parce que les dotations budgétaires sont moins importantes pour vous que pour les autres Français, c'est la faute des étrangers. D'ailleurs, les gens qui sont là, ce sont des étrangers, ce ne sont pas vos frères, ce ne sont pas vos sœurs, ce sont des étrangers. Donc la stratégie tout à fait classique du bouc émissaire. Et voilà comment des gens qui autrefois formaient une communauté, une union,
eh bien, aujourd'hui, sont désignés comme étant des frères ennemis et même pas des frères du tout. Et cela rappelle des souvenirs dans d'autres pays qui ont fini parfois d'une manière très grave lorsqu'on commente comme cela des guerres, des meurtres. Ces gens ne sont pas ces gens, ne sont pas nos frères, ce sont des étrangers, il faut les éliminer. Et tout cela est extrêmement grave, il faut réagir de manière rapide. L'État de la diaspora, par conséquent, est intervenu dans ce domaine, et je remercie notre avocat, Maître Louis, qui est aussi l'avocat du CRAN, et qui va détailler les aspects juridiques. Nous avons saisi la Cour pénale internationale, il en parlera évidemment beaucoup plus précisément que moi. Nous avons aussi saisi le Conseil des droits de l'homme à travers le Forum des personnes d'ascendance africaine, dont la vice-présidente, Maître Alice Nkom, est aussi notre ministre de l'Intérieur dans l'État de la diaspora africaine. Donc j'ai saisi les instances du Conseil des droits de l'homme à travers notre ministre de l'Intérieur, et par ailleurs la CPI a été saisie également, et Maître Louis vous en dira davantage. Ça c'est pour les actions judiciaires. Cependant, nous pensons qu'il faut également des actions classiques dans le domaine du développement. Car ce n'est pas une situation satisfaisante de voir que des gens qui sont à Moroni, dans l'île d'Anjouan ou ailleurs, eh bien, doivent quitter, ou aient envie, ou aient besoin de quitter leur île pour venir se faire soigner, par exemple, parfois à Mayotte. Voilà pourquoi nous avons souhaité mettre en place un complexe hospitalier pour Mayotte. Alors il faudra qu'on en discute avec... Alors pour Comores, pardon, il faudra qu'on en discute avec le président comorien, mais c'est quelque chose que nous faisons dans pas mal d'autres pays. Nous construisons des villes, nous construisons des hôpitaux, nous le faisons un peu partout, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire également aux Comores, ce qui pourrait, d'une certaine façon, améliorer le quotidien des Comoriens et limiter en partie la nécessité qui est la leur de trouver une vie plus vivable en dehors. Mais quand ils vont évidemment à Mayotte, ce n'est pas une vie plus vivable, c'est une non-vie. On fait tout ce qu'on peut pour que leur vie devienne invivable. Lorsqu'on dit qu'on va casser des bidonvilles pour reloger les gens et qu'en attendant les gens sont à la rue, c'est évidemment, on veut rendre la vie invivable. Donc nous pensons que le droit international doit s'appliquer, que les poursuites judiciaires que nous avons amorcées doivent aller jusqu'au bout, et aujourd'hui la France est dans une situation de non-droit, et je le crains, de crimes contre l'humanité. Merci. Donc on va passer la parole donc, à M. Joannès, qui est l'avocat de l'association du CRAN, qui représente le président du CRAN aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me donner la parole. Effectivement, ce sujet est assez important. Il faut vraiment être très rigoureux sur les termes. Dans les médias de masse, on parle d'opération Rambouchou. Le terme que l'on doit employer, c'est une opération de déportation. Car c'est très important les termes, car quand on dit Rambouchou, pour le commun des mortels, ça ne veut rien dire. Mais quand on dit déportation, là, effectivement, on est amené à se poser des questions. Malheureusement, les États coloniaux, ils ont tous un point commun. On prend le cas de l'Angleterre, des États-Unis, de l'Allemagne, de la France. Ils ont tous un point commun, c'est comment faire oublier des crimes qu'ils ont commis. On peut reprendre un exemple très récent. N'oublions pas que Napoléon, sa première défaite militaire, ne s'est pas déroulée à Waterloo, ni à Stalingrad, c'est à Haïti. C'est tellement vrai que ça s'est déroulé en Haïti, que la première des choses qu'il a demandé il a écrit dans ses mémoires, Napoléon, fait de telle sorte qu'on fasse oublier que Napoléon a eu sa première défaite en Haïti. Et là, on a vu tout un écosystème d'historiens, d'intellectuels, qui ont tout mis en œuvre pour effacer cette période de l'histoire de Napoléon, sa première défaite militaire. C'est important parce que lorsqu'on est dans l'espace public, on essaie de discuter et de dire aux gens quelle est la première défaite de Napoléon, lorsque vous leur dites que c'est en Haïti, vous leur apportez des preuves textuelles, ils vont vous dire que c'est totalement faux. Ce n'est pas Napoléon qui a perdu, c'est son beau-frère, le général Leclerc, qui aurait perdu. Vous voyez comment le fait de travailler à la mémoire collective peut avoir des conséquences. Second phénomène, lorsque je regardais des films, des westerns, des cow-boys, avec John Wayne et j'en passe, moi, dans mon esprit, je croyais que c'était les Indiens qui étaient les méchants. Ce sont les Indiens qui, effectivement, embêtaient des personnes de type européen. Or, ce n'est que 20 ans plus tard que j'ai compris que les Indiens défendaient leur terre, finalement.
Ce sont eux qui ont été victimes d'un crime contre l'humanité, c'est-à-dire ils ont été exterminés. Ensuite, on les a mis dans des camps. Et finalement, pour les tuer une troisième fois, on a fait croire que ces personnes, c'était elles les méchantes qui voulaient déloger les Occidentaux qui ont colonisé leur territoire. Ça, c'est le second point. Troisième point par rapport à l'histoire. Lorsque les élèves martiniquais et guadeloupéens dans les années 60-70, on leur disait quoi? Nos ancêtres des Gaulois. C'est tellement vrai qu'ils y croyaient à ce discours de nos ancêtres des Gaulois. Lorsqu'on leur disait que leurs ancêtres venaient du continent africain, ils vous sortaient la machette en vous disant attention, vous êtes un extrémiste, mes ancêtres sont les Gaulois. Pour quelle raison? Car depuis tout petit, on leur disait leurs ancêtres des Gaulois. Ce n'est qu'à partir des années 2000-2010 que les Antillais ont commencé à reconstruire leur histoire et maintenant à admettre que leur histoire ne commence pas avec l'accusation française à la déportation, mais commence sur le continent africain. Donc vous voyez, ça a mis plus de 50-60 ans. Dans le contexte mahorais, c'est le même phénomène. Lorsque la France, effectivement, a conquis ce territoire en 1843, il y a eu un référendum en 1975. Ce référendum était relativement clair, c'était l'ensemble des 4 îles qui ont voté, et une large majorité des Comoriens ont demandé leur indépendance. À partir de là, on aurait pu dire que l'histoire est plus terminée, mais que se passe-t-il? On apprend que Mayotte a voté, mais il s'avère qu'une majorité d'entre eux ont dit on veut être rattaché. Ce n'est pas une grande difficulté, puisqu'il y a 400 000 électeurs, il y en a 20 000 qui disent, il y a une majorité qui dit, minorité qui dit oui, effectivement, on va être rattaché à la France, mais on se base bien dans le contexte de l'ONU, c'était une majorité. À partir de là, l'ONU en 1976 a reconnu les Comores la pleine souveraineté sur l'ensemble des territoires, et que se passe-t-il? La France, pour des raisons inexpliquées, puisqu'aujourd'hui on n'a toujours pas de situation rationnelle en fait en tant que telle, a dit non, on veut rester à Mayotte. Or, la France avait déjà la Réunion. La Réunion, c'est à côté de Mayotte, donc il y avait déjà une présence dans les Pacifiques. Est-ce que c'est l'orgueil? On n'a toujours pas d'explication par rapport pour quelle raison la France a voulu garder Mayotte. Or, quand bien même la France, pour légitimer effectivement l'occupation illégale, puisqu'on n'est pas en présence d'une colonisation, d'une occupation illégale, elle a organisé une consultation. Ce n'est pas un référendum, c'est une consultation. Pour quelle raison je dis cela? Parce que cette consultation n'a été reconnue par aucun État international, ni par l'ONU, par aucun État du Conseil de sécurité, dans lequel cette consultation est illégale de droit en tant que telle. Donc cette consultation, comme m'a dit tout à l'heure M. Georgestin, a eu pour effet, effectivement, on leur promettait monts et merveilles, la nationalité française, des hôpitaux, des universités, et finalement, une minorité, toujours, a demandé son rattachement à l'État français. Mais est-ce pour autant que cette consultation est valable? Je peux prendre un exemple assez concret. La Crimée, aujourd'hui, qui est un territoire russe, selon les Russes, il y a eu un référendum qui a été organisé par les autorités russes, et ni l'ONU, aucun État au niveau international n'a reconnu effectivement ce référendum. Donc à partir de là, la question mahoraise est une question comorienne. Et lorsqu'on regarde la genèse de l'histoire de France, l'histoire de France, c'est un État afrophobe. Pour quelle raison je dis cela? Parce que Mayotte n'est que le continuum de l'histoire de France. Le premier code qui a été mis en place pour régir la déportation des Africains, c'est le code noir de 785. C'est un code écrit noir sur blanc, oui, le statut des Africains déportés, quel est leur rôle? Même, il paraîtrait qu'on ait été des immeubles par destination, car en cas de décès, effectivement, du propriétaire de la colonie, on était associés comme des vaches, on était la propriété des descendants des héritiers. Vous voyez, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est eux-mêmes qui l'ont écrit. Ensuite, après avoir effectivement écrit le code noir de 785, la France a même créé une police des Noirs en 1777. Pour quelle raison? Parce qu'il arrivait qu'il y avait pas mal d'officiers qui ramenaient leurs dames de compagnie ou leurs hommes de compagnie. Effectivement, il y avait une communauté, une présence africaine à Paris et dans certaines provinces. Mais pour limiter cette présence d'Africains sur le territoire national, sous Louis XIV, ils ont mis la police des Noirs. Donc vous voyez bien que le contrôle des étrangers, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau, c'est vraiment consubstantiel à l'État français. Et troisième élément, après avoir mis effectivement la police des Noirs en 1777, la France a inventé le code de l'indigénat. Ça ne s'invente pas le code de l'indigénat. Non seulement ils occupent les territoires illégaux, mais en 1885, ils ont mis un code de l'indigénat pour régir le statut des indigènes qui étaient chez eux. On voit bien que ce phénomène de code continue.
39-45, la France est colonisée par les Allemands, ça ne s'invente pas. Il n'y a pas eu de coup d'État, parce que beaucoup de personnes disent que Pétain est venu par un accident de l'histoire. Ce n'est pas le cas, puisque c'est le Parlement français qui a donné effectivement les pleins pouvoirs à Pétain pour pouvoir gouverner. Il n'y a pas eu beaucoup de députés morts à l'Assemblée nationale, entre vous et moi, il n'y a pas eu de sénateurs décédés. Ils ont tous effectivement pas collaboré, ils ont effectivement donné les pleins pouvoirs à Pétain, qui a accepté d'être colonisé par une puissance étrangère, l'Allemagne. Et donc que fait Pétain en toute égalité? Il a mis en place le statut des Juifs, qui a justifié la déportation des Hébreux dans des territoires soi-disant colonisés par l'Allemagne. À partir de là, on voit bien que le phénomène de l'afrophobie, c'est consubstantiel aux démocraties françaises, à la démocratie française. C'est tellement vrai que c'est consubstantiel à la démocratie française que je reprends le code noir de 785, je reprends effectivement le code de l'indigénat, je reprends le statut juif, les tribunaux français n'ont jamais dit que ces crimes, ces déportations d'Hébreux ou le code noir étaient des crimes contre l'humanité. Si on l'avait su, on aurait cherché une jurisprudence, une décision. Or, on a toujours vu que l'État français en matière de droit des étrangers s'est toujours appuyé sur la justice nationale pour légitimer l'illégalité. Donc là, lorsqu'on entend, pour le cas de Mayotte, la consultation qui est totalement illégale, la France a mis en place un système d'apartheid. Pour quelle raison le dit apartheid? Qu'en 1975-76 organise son référendum, on ne sait pas sur quel fondement juridique certaines personnes seraient comoriennes à Mayotte, d'autres seraient françaises. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas l'élément principal. On est tous d'accord à Mayotte, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de cathédrale, ce sont tous des musulmans. Ils parlent la même langue, ils ont quasiment tous leurs grands-parents, soit dans la grande île Comore, soit à Anjouan. Donc là, la France va nous expliquer sur quel fondement juridique, alors c'est le même peuple, elle a dit que vous serez français, vous serez comoriens. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'explication rationnelle. J'ai cherché des textes qui pouvaient justifier effectivement après la consultation. Ils ont retenu comme critère pour les personnes françaises sont celles et ceux qui ont participé déjà aux élections à la consultation, et deuxièmement, celles et ceux qui seraient nés avant, qui seraient sur le territoire nés avant la consultation, qui seraient françaises. Et tous ceux qui après seraient comoriens, donc des étrangers. Donc on va bien sur le même territoire, à travers une seule consultation, l'État français a mis en place un système d'apartheid. C'est très important de le préciser, puisqu'en Afrique du Sud, c'était facile de distinguer les blancs des noirs pour justifier l'apartheid. Aux États-Unis, c'était facile, il y avait les blancs et les noirs déportés. La France reproduit le même phénomène qu'on trouve au Rwanda. Au Rwanda, on était bien d'accord, c'est le même territoire, elle parlait la même langue, en général, elle avait la même histoire. Et du jour au lendemain, on a créé artificiellement les Hutus et les Tutsis, et d'où la Rwanda, malheureusement, en 1994, on sait ce qui s'est produit. Donc on voit bien, ça a créé une guerre civile qui a été, bien sûr, malheureusement, vers un crime contre l'humanité au XXe siècle. Mais là, pour le cas de Mayotte, on trouve le même process. Actuellement, on est quasiment, les premiers éléments des antiposés qui ont été en présence d'un crime contre l'humanité, c'était en 2018. Vous savez qu'en 2018, on ne sait pas pour quelle raison, une partie des Mahorais français ont estimé que les Mahorais comoriens n'avaient plus leur place à Mayotte. C'était ça l'argument de base. Et donc, des personnes qui sont appelées les défenseurs des Mahorais français ont commencé en pleine journée à prendre leurs machettes, à prendre leurs couteaux, à expulser les gens dans leur propre maison. C'était tellement grave que lorsqu'on m'a expliqué cela, je n'y croyais pas. C'est grâce au président du CRAN Mayotte qui nous avait expliqué, c'est très grave, il y a des gens qui viennent, ils cassent les gens, ils tuent les gens, ils les tuent. Et ce qui était grave en 2018, c'est que la police française et le préfet étaient au courant. En pleine journée, la police française, le préfet, accompagnent soi-disant les manifestants pour, bien sûr, menacer, agresser les Mahorais français, les Mahorais comoriens. Donc on voit bien que la question comorienne est assez complexe, que paradoxalement, la justice française était quasiment passive. Le parquet, bien sûr, était totalement passif. Les associations de défense des droits de l'homme, c'est grâce au travail de M. Georgetin, on a réussi à mobiliser la MDH, Amnesty International et d'autres organisations internationales pour dire attention, on est en présence d'un crime contre l'humanité. C'est à partir de là qu'on avait menacé, si on avait saisi effectivement en référé le tribunal administratif de Paris, qui a effectivement ordonné effectivement
au préfet, en l'occurrence c'était Valls qui était ministre de l'Intérieur, de prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité des Mahorais comoriens. Or là, on est en 2022-2023, c'est exactement le même process. Ce n'est plus les citoyens, les Mahorais français qui vont déporter effectivement ou agresser les Mahorais comoriens. Là, c'est l'État français qui prend en fait le relais des soi-disant manifestants mahorais français. Dans laquelle effectivement, on s'est dit avec Justin qu'on n'est pas en présence d'une opération d'embouchure, on est en présence d'une opération de déportation. Comment caractériser effectivement qu'on est en présence d'une opération de crime contre l'humanité? La première des choses, c'est que l'État français occupe également un territoire. Ça, c'est le premier élément. Dans ce territoire, qu'on le veuille ou non, les Mahorais comoriens ont totalement leur place et leur terre en tant que telle. Donc, dès lors que c'est leur terre, comment peut-on déporter des gens dans leur propre pays? Ça s'appelle une déportation en tant que telle. Et lorsqu'on regarde le terme de déportation, ben, ça renvoie effectivement au statut de Rome du 6 juillet 1998, qui est très bien structuré, très bien régulé. Et que dit ce statut de Rome? Il y a plusieurs types de crimes contre l'humanité. Il y en a une qui est la plus connue, c'est bien sûr le fait d'exterminer, de tuer des gens en raison de leurs origines sociales ou par rapport à des éléments ethniques. Alors là, ensuite, il y a la seconde crime contre l'humanité, infraction, c'est la déportation. Et troisième élément, c'est le fait d'assujettir des personnes, de leur porter en fait une souffrance psychologique telle qu'on les réduit en situation d'esclavage. Le fait de déporter aussi des enfants justifie effectivement la caractérisation d'un crime contre l'humanité. Donc, d'une manière naïve, on a voulu solliciter des associations parce que malheureusement, ce qu'on a pu constater par rapport aux Comores, beaucoup de citoyens comoriens ont peur d'attaquer effectivement l'État français devant les tribunaux. C'est une réalité objective. Dans le cas, on avait demandé à M. Nassurdine, président du CRAN, de nous trouver des associations comoriennes afin qu'on puisse porter le dossier devant la CPI et surtout les juridictions ont besoin de visage. Or, on avait demandé à ce que des personnes comoriennes s'associent à cette action judiciaire. Beaucoup d'entre elles étaient intéressées, mais lorsqu'elles ont vu qu'elles auraient pu être menacées, entre guillemets, ou être en danger, je ne sais pas quel type de danger, elles se sont rétractées. Dans laquelle, effectivement, on a porté l'action en utilisant le CRAN à la situation des Comoriens de France et bien sûr l'État de la diaspora, afin de faire saisir la Cour pénale internationale. Pour quelle raison on a justifié qu'on avait les arguments pour? Premier élément, on ne peut pas déporter des gens qui sont chez eux, c'est un crime contre l'humanité. Sachant que c'est une opération militaire, l'opération qui se déroule actuellement. Car on a bien vu que ce sont des escadrons, comme la France a su faire pendant, malheureusement avec les Hébreux. Ils ont créé une escadron spéciale, déportation des Mahorais comoriens. Or, on a retrouvé cela, même phénomène, la police nationale que beaucoup de personnes connaissent. Il y a la gendarmerie qui est la police historique. Pétain, sachant que les gendarmes ont eu un peu de résistance pour déporter des citoyens français, il a créé effectivement la police nationale qui est l'ancêtre effectivement de la police de Pétain qui a bien sûr malheureusement déporté les Hébreux. Alors là on a vu le même phénomène à travers ce conseil de défense qui a retrouvé le fondement juridique qui a justifié effectivement la déportation des citoyens mahorais comoriens aux Comores sans leur consentement. Ils ont utilisé le conseil de défense. Et qu'est-ce que c'est le conseil de défense? C'est un organe particulier, un peu obscur, qui permet effectivement qu'il réunit le président de la République, son conseiller militaire, le ministre de l'Intérieur, et ils peuvent manu militari décider ce qui est bon, pas bon à la France. Donc c'est ce fondement juridique. Donc ça veut dire que le Parlement n'a pas été consulté, aucun organe n'a été consulté. À partir de là, on voit bien qu'on retrouve les fondements de crime contre l'humanité. En général, c'est toujours un organe spécial qui ne s'est jamais soumis au vote de l'Assemblée nationale, qui va effectivement légitimer une action judiciaire. On l'a vu avec le Code noir, c'est encore un décret royal, on l'a vu avec la police des Noirs, même phénomène, on l'a vu avec le statut des Juifs, on voit bien que la démocratie des institutions françaises sont relativement opaques pour la défense effectivement de la démocratie. Actuellement, entre vous et moi, Boris Johnson a dû démissionner de l'Assemblée nationale, car tout simplement parce qu'il a menti aux parlementaires, parce qu'il a organisé des fêtes illégales pendant la période du Covid. Ça a été un motif pour l'expulser effectivement de l'Assemblée nationale. Donald Trump a été condamné quand même, n'oublions pas, à maintes reprises alors qu'il était ancien président. Or en France, entre vous et moi, on vient d'apprendre que M. Sarkozy est renvoyé devant le tribunal correctionnel car il a utilisé ses prérogatives de puissance publique pour envahir, tuer effectivement M. Kadhafi, et les parlementaires, silence total. Il n'y a aucune commission, rien. Donc à partir de là, revenons à Mayotte. Donc, naturellement, lorsqu'on a préparé le dossier, vous allez voir que même les institutions françaises ne sont pas réellement démocratiques.
on a effectivement utilisé la poste, j'ai pris mon courrier avec l'ensemble des pièces pour renvoyer effectivement à la CPI. J'ai envoyé le courrier le 6 mai 2023. Donc je me dis, c'est la poste, ça n'aurait pas de problème. Ben là, on est aujourd'hui, le 16 juin 2023, le courrier n'a pas dépassé Charles de Gaulle. Le courrier est bloqué. Recommandé. Recommandé avec accusé de réception. Donc j'ai été à la poste leur demander, mais vous savez, j'ai envoyé un courrier depuis le 6 mai 2023, sachant qu'il met dans la cause M. Emmanuel Macron, président de la République, M. Moussa Darmanin, j'ai mis aussi le préfet et ce fameux député Salim Mdéré qui a justifié effectivement l'extermination de Maroc. Donc effectivement, je vous le dis au moment où je vous parle, l'ensemble de la saisine a été bloqué, mais ne vous inquiétez pas, la CPI a l'habitude. On peut la saisir effectivement par l'article 15 des statuts du CPI qui nous permet effectivement de saisir par voie électronique la Cour pénale internationale. Ça, vous voyez bien que même la Poste et les institutions françaises ont pour finalité d'assurer l'impunité de l'état de droit en tant que tel. Et ensuite, pour terminer par rapport à mon intervention, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la question mahoraise n'est pas une question isolée, car on a le cas de la Nouvelle-Calédonie, qui demande son indépendance, on a le cas de la Polynésie française, on a le cas aussi de la Guyane. Et je pense que pour répondre à la question de l'intervenante, il faudrait peut-être qu'au mois d'octobre-novembre, on organise un grand colloque international sur les États à décoloniser. Car ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2023, que les Comores n'arrivent pas à récupérer leur pleine souveraineté, ni la Nouvelle-Calédonie, ni bien sûr la Polynésie française. Et pour la petite histoire, si vous connaissez un peu, la plupart des territoires qui ont été décolonisés par l'Angleterre dans les Caraïbes, ils sont tous prospères. Qui connaît l'île Maurice? L'île Maurice est un État prospère. Le seul État qui est pauvre dans l'océan Indien, c'est la Réunion et Mayotte. Et les Comores? Les Comores, c'est un cas spécifique, après on en parlera, mais en tout cas, on voit bien que la colonisation française a pour effet d'appauvrir effectivement volontairement ces États-là. Je parle du cas de Mayotte. Lorsqu'on regarde la colonisation française en Afrique, soit bien sûr le Sénégal, on a bien vu, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'université. Donc on va mettre dans la notion de colonisation, ce n'est pas une colonisation de peuplement, une colonisation territoriale. Donc la France n'a pas vocation, n'aura jamais vocation à construire des structures solides à Mayotte, car c'est très bien que tôt ou tard, on va quitter ce territoire. Dans lequel, effectivement, si vous voulez vraiment nous aider pour faire prospérer l'action, est-ce qu'il y aurait des volontaires ou comoriens qui seraient prêts à s'associer à l'action judiciaire devant la CPI? Donc pour cela, il faudrait votre pièce d'identité, vos noms, prénoms, adresses, afin que je puisse démontrer à la Cour pénale internationale qu'il y a aussi des victimes qui sont là en France, qui sont impuissantes pour défendre leurs compatriotes ou leurs frères, leurs cousins qui sont déportés illégalement à Mayotte. Voilà. Qui porte ce discours-là. Estelle Youssoufa, le président du vice-département, du département de Mayotte, sont des personnes qui portent ce discours de ressentiment à l'égard d'une population qui vit avec eux depuis des années et qui permettent d'asseoir aux autorités qui présentent des actes qui ne sont pas légaux. Et c'est en totale violation des droits et des libertés des personnes présentes. Donc notre sujet aujourd'hui, c'est effectivement d'appuyer et de prendre connaissance des actes et des recours qui sont menés sur le volet judiciaire, par les antennes du CRAN, et après on va parler effectivement des SOS racistes, et puis, comme je le rappelle, de faire une convergence de nos forces, parce qu'il est bien de savoir, maintenant il faut qu'on apprenne à faire ensemble, et on verra comment on peut mutualiser tout ça par la suite. Je vais inviter M. Sofo également à intervenir, et après la prochaine intervenante sera Madame. Je vous remercie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors sur cette opération qui a été lancée en avril, qui a été suspendue d'ailleurs pendant un mois, et dont par ailleurs Carenco, le ministre de l'Outre-mer, annonce que de toute façon elle va se terminer dans 2 ou 3 mois, à la grande fureur d'ailleurs d'une partie de la classe politique mahoraise, qui est en soutien à cette opération. Ce qu'il faut... on entend son micro là, de toute façon. Oui, oui, mais c'est ce micro-là, de toute façon. Je pense qu'il faut regarder cette opération par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés par Gérald Darmanin. Et regarder si effectivement cette opération qui a été annoncée poursuit réellement les objectifs qui sont censés être les siens. Or, l'opération Ouambouchou
est censé poursuivre 3 objectifs. Un objectif de lutte contre le logement insalubre, un objectif de lutte contre la délinquance et un objectif de lutte contre l'immigration clandestine. Or, on peut voir assez facilement qu'en réalité, cette opération ne peut atteindre aucun des 3 objectifs qu'elle prétend s'être fixée. S'agirait-il de lutter contre le logement insalubre en détruisant les différents quartiers qui se sont construits dans une très forte insalubrité? Effectivement, certainement pas, puisque de toute façon, un des problèmes de Mayotte, c'est qu'il manque de logements, et donc on peut toujours détruire des logements insalubres. Que va-t-on faire des gens dont on a détruit les habitations, en sachant que du point de vue du droit français, toute une partie des personnes qui vivent dans ces logements sont des personnes françaises ou en situation régulière et qui de toute façon resteront bien sur le territoire. Donc on voit bien qu'en réalité cette opération va être dans l'incapacité de lutter contre ce logement insalubre, puisque, encore une fois, on est dans un contexte de manque de logements, et les logements, ça ne sort pas de terre pour qu'ils soient des logements salubres en quelques semaines, parce que M. Darmanin l'aurait décidé. S'agirait-il de lutter contre la délinquance? Alors effectivement, il y a un niveau de délinquance qui est d'une délinquance violente qui est élevé, parce qu'il faut, comment dire, quand on dénonce des situations, il faut aussi partir du réel pour être entendable par rapport aux populations qui sont plongées dans la situation. Sinon, bon, on se fait plaisir, mais j'allais dire, ça n'a pas de prise sur des populations, comment dire, qu'on essayerait de travailler, de convaincre par rapport au fait que les solutions apportées sont des solutions qui, un, ne sont pas efficientes par rapport aux problèmes posés, deux, sont parfois faites en décalant le problème et en le qualifiant mal. Il y a une délinquance élevée, il y a une délinquance violente qui est élevée, il y a des phénomènes de gangs, manifestement, bon, quelque chose effectivement qui est un problème, puisqu'on ne peut pas se satisfaire d'une situation de violence qui existe, mais l'opération qui est en train de se déclencher est une opération qui, en réalité, va contribuer vraisemblablement à approfondir un phénomène qui est celui aussi des enfants qui sont isolés, parce que ces opérations d'expulsion qui déstructurent quand même beaucoup les noyaux familiaux aussi, de ce que disent les spécialistes de cette île, va renforcer des phénomènes d'enfants qui sont isolés, en sachant qu'une grande partie de ces enfants ne sont pas scolarisés, ce qui là est quand même une problématique extrêmement lourde, parce qu'évidemment ça devient des proies faciles pour rentrer dans des logiques de gang, de délinquance. Donc là, on est face à une opération qui, en réalité, ne va sans doute pas, sauf peut-être à très court terme, régler les problèmes de délinquance, mais risque de créer les conditions de les approfondir. S'agirait-il enfin de lutter contre des phénomènes d'immigration clandestine, d'installation de personnes qui seraient en situation irrégulière sur le territoire, venues notamment des îles voisines de l'archipel des Comores? On sait bien, et les dernières années le montrent de façon assez spectaculaire, qu'en réalité, sauf à mobiliser des moyens absolument démentiels dans cette partie du monde, de toute façon, une partie sera sans doute expulsée vers les autres îles de l'archipel des Comores. De toute façon, des gens reviendront. Si ça n'est pas eux, ce sera d'autres, parce que de toute façon, il y a des liens, il y a des proximités géographiques, il y a des liens culturels, il y a des liens familiaux, et que donc, en réalité, là aussi, cette opération, au-delà d'un effet d'affichage, ne remplira pas cet objectif. Donc, on a quand même 3 objectifs qui sont annoncés, et qui sont 3 objectifs qu'en réalité, la France ne peut pas atteindre. Donc ici, 2 choses, parce qu'on peut se demander si ce ne sont pas les objectifs à atteindre, parce que je pense que quand même les personnes qui mènent ces opérations savent que ces objectifs ne sont pas réellement atteignables. De quoi en retourne-t-il?
Je pense qu'il y a deux éléments à regarder par rapport à Mayotte et par rapport, j'allais dire, au reste des territoires français dans la logique de la gestion de l'immigration. Parce que ça n'est pas sans rapport avec un contexte d'un projet de loi immigration sur lequel je vais revenir. Le premier élément, c'est que par rapport à Mayotte, on est quand même dans un pays, la France, qui a plutôt décidé de répondre par la sécurité, par la division, à un phénomène que la France a contribué à créer par les conditions par lesquelles Mayotte est resté dans le giron français. Ça a été évoqué, le référendum, enfin les référendums et consultations de 75 et 76, et les conditions dans lesquelles ce territoire est devenu un département français il y a maintenant une petite quinzaine d'années. Nous sommes dans une situation où nous sommes sur quand même un département qui est sous-administré, ce qui le rapproche d'ailleurs d'une réalité coloniale, parce que c'est quand même une des caractéristiques des colonies, c'est quand même la sous-administration. Je ferai remarquer que souvent, quand il y a des statistiques en France, c'est souvent France métropolitaine, plus d'hommes, hors Mayotte. Pourquoi hors Mayotte? Parce qu'il n'y a même pas de données statistiques valables, ce qui est le seul cas, d'un territoire, que la France revendique comme étant le sien, sur lequel on n'a même pas de statistiques, qui est au chômage, quel est le degré de richesse, etc., etc. Il y a des estimations, il y a des recoupements, mais rien qui soit, j'allais dire, au niveau de ce que l'on peut connaître par ailleurs. Donc on est quand même sur une situation dans laquelle il y a eu le choix par la France ces dernières années de gérer par une logique de bouc émissaire qui a été évoquée, des problèmes qui sont des problèmes de développement, enfin de sous-administration, comme je l'évoquais, des problèmes de manque d'eau, de manque d'infrastructures, plus exactement, de manque divers, en termes d'eau, en termes d'habitation, etc. Bon, bref, et de gérer cela par des créations d'opposition au sein de populations, en disant mais finalement, si vous n'avez pas suffisamment, si vous avez des galères, s'il y a de la délinquance, etc., il faut s'en prendre à telle partie de la population. Et là, la France joue un jeu effectivement extrêmement dangereux, qui risque d'approfondir le chaos dans lequel d'ailleurs cette opération a commencé dans les premières semaines à plonger l'île de Mayotte, avec par ailleurs, je dois dire, un traitement. Ce traitement par la sécurité, par la division, est un traitement assez habituel sur l'île de Mayotte, qui là est fait, on va dire, de façon spectaculaire dans cette opération Wuambushu, avec quand même des entorses au droit au singulier et au droit au pluriel. Quand on dit on va expulser des gens parce qu'ils sont en situation irrégulière, mais encore faut-il que les gens puissent être en situation régulière. Comment accède-t-on aux cartes de séjour, par exemple? Comment accède-t-on à une carte de séjour qui demande, par exemple, un justificatif de domicile? Comment a-t-on un justificatif de domicile pour montrer qu'on est sur un territoire lorsque on vit à Talus 2? Bon, a priori, c'est compliqué. Comment fait-on face à la dématérialisation des procédures, enfin, quand même des choses très concrètes, d'obstacles, en fait, à l'accès au droit, qui créent des situations sur lesquelles on va s'appuyer, alors même que nous sommes face à des gens qui n'ont pas pu faire valoir leurs droits, et dont, même par rapport au droit français, la question de la régularité au séjour, en fait, n'est pas étudiée dans toute une série de situations d'expulsion. La question des droits, c'est aussi lorsque, ça a été évoqué sur Salim Nméré, ses propos, lorsque des personnes tiennent des propos quasiment d'appel au crime, d'appel à tuer d'autres personnes, sans que ni le préfet ni le procureur ne trouvent matière à dire quelque chose, parce qu'un préfet et un procureur ont quand même une voix
auraient pu eux-mêmes engager des poursuites. Hein. Il a quand même fallu qu'il y ait des associations. Enfin, nous avons d'ailleurs porté plainte contre ce monsieur. En fait, il y a un silence de la République par rapport à ces propos. Et le deuxième élément, c'est que par rapport à au reste des territoires français, et je pense notamment à la question de la France hexagonale, je vois aussi cette opération comme un test, voire un crash test de est-ce qu'il est possible de faire des opérations d'expulsion massive dans un contexte où le gouvernement, à travers le projet de loi immigration, essaye aussi de détourner l'attention vers des choses assez classiques. Hein. Quand on n'arrive pas à régler des problèmes, lorsqu'il y a des tensions, eh bien, on s'en prend à des parties de la population en disant c'est eux le problème et de toute façon on va les expulser. Et je trouve que ce qui est en train de se passer à Mayotte renvoie quand même à ces logiques de test, avec des expérimentations juridiques extrêmement hasardeuses. Pour terminer, en 2 mots, je pense que cette opération est une opération dangereuse pour toutes les raisons que j'ai évoquées. C'est une opération qui, plutôt que d'être menée, devrait être remplacée par des réponses que la France doit apporter à ce territoire. En sachant quand même, parce qu'il faut quand même aussi le prendre en considération, que effectivement, dans la population, mahoraise, il y a un très fort attachement à la France, avec cette impression qu'il y a des efforts très importants qui ont été faits pour, dans le cadre de la départementalisation, notamment, sur l'abandon de ce qu'on appelle le droit personnel, et qu'on est sur une population qui a fait des efforts et qui est très mal, récompensée en retour des efforts qu'elle a réalisés, avec un détournement par la France de cette colère vers les Comoriens. Et donc je pense que la France doit assumer la situation qu'elle a créée par une mise à niveau réelle par des moyens massifs, et deuxièmement, que la relation aux autres îles des Comores soit repensée. Je ne pense pas qu'on reviendra sur le référendum de 75-76, parce que, en fait, certes, ce référendum a été déclaré illégal, à part que les situations qui s'installent dans la durée créent, du réel. Et que le réel, c'est pas en disant 75 c'était illégal que de toute façon, la France dit ah ouais, vous avez raison, c'était illégal, donc vous avez bien raison, on va finalement abandonner Mayotte, et Mayotte va être attachée au reste de l'archipel des Comores. Je n'y crois pas une seule seconde. Il y a des situations de fait qui sont créées, et quand bien même des situations de fait sont issues de processus, illégaux, il faut bien à un moment donné en tenir compte, parce que c'est aussi le réel de la façon dont les populations elles vivent et des relations entre les populations. Et donc la question c'est, maintenant qu'on est dans quelle situation, comment les relations entre les différentes îles de l'archipel sont repensées avec, une intelligence collective qui fait quand même cruellement défaut au regard de la façon dont la France ces dernières années a géré cette situation qu'elle a grandement contribué elle-même à créer. Et, ah oui, ce micro-là. Non. Merci pour votre intervention. Donc on va compléter, poursuivre, parce qu'on parlera du volet sanitaire et social après, on a quelques vidéos. Mais c'était surtout pour savoir où en était donc, votre recours qui a été fait le auprès du recours procureur de Paris, c'est ça? Alors on a fait un recours, nous, au point de départ, sur Paris, parce que de toute façon les propos étaient entendables partout. Le parquet a dit dans un premier temps que les faits n'étaient pas suffisamment qualifiés. Donc là nous avons, et que donc ils faisaient un avis de classement sans suite. On leur a dit, grosso modo, bon, vous foutez de nous, donc en fait, les propos, ils sont là, et en fait ça va, quoi. On ne voit pas bien où est le problème pour poursuivre cette personne. Et nous avons aussi, en parallèle, déposé plainte auprès du parquet de Mamoudzou.
bon, voilà, où il y avait déjà de toute façon une procédure qui était ouverte, puisqu'il y avait d'autres associations qui avaient déjà porté plainte auprès de ce parquet. Pour l'instant, nous n'avons pas de nouvelles, spécifiques sur ce recours, ce qui ne nous étonne pas énormément, parce qu'on sent bien qu'en réalité, c'est une situation qui doit être considérée comme explosive, puisque précisément, on a une classe politique mahoraise qui est quand même en soutien très fort. Enfin, je rappelle que le Front National fait 60% des voix aux élections présidentielles, hein, et c'est pas sans rapport avec cette question du rapport à la France, la peur de ne plus en être, etc. Enfin, on est quand même dans une situation qui est très compliquée, et avec, dans ce type de situation, des formes de démission, parce que ces propos-là ne sont pas acceptables. Alors, cette personne, contrairement à un maire, ne peut pas être destituée, parce qu'en fait, c'est les maires qui peuvent être destitués. Donc là, lui, c'est pas un maire, c'est en tant que premier vice-président du conseil départemental, maintenant, effectivement. Bon, voilà. Mais en tout cas, on peut quand même attendre de la justice qu'elle condamne ce personnage, parce que ses propos, par ailleurs, ont été tenus dans un contexte d'ébullition. C'est pas des propos à froid d'un uluberlu un jour qui raconte n'importe quoi, on se demande pourquoi s'il n'a pas vu. Bon, c'est quand même quelqu'un qui appelle au crime, qui appelle au meurtre dans un contexte d'ébullition. Et par ailleurs, c'est un élu de la République, ce qui lui donne quand même un poids dans la parole tout à fait particulier, et donc des obligations particulières lorsqu'il faut répondre des propos tenus. Donc de toute façon, nous, on continuera j'allais dire, à suivre la procédure. Et si le parquet, de toute façon, ne le poursuit pas, nous aurons, au bout de quelques mois, la possibilité de faire ce qu'on appelle une citation directe, et donc de l'attaquer directement, quand bien même le parquet n'aurait pas agi pour qu'il ait à répondre de ses propos devant un tribunal. Merci, M. Sarkozy. Juste pour dire qu'effectivement, même si le droit et la loi est du côté du bon sens et de ce qui devrait être acquis, le droit et la justice ne sont jamais acquis. Il faut toujours être en veille des sentinelles de nos droits et lutter pour qu'ils soient effectifs. Nous avons trop de droits qui sont vidés de leur sens et de leur contenance, et ce qui fait que nous avons des populations en souffrance. Donc là, on espère que votre recours aboutira. On sera de votre côté si maintenant, dorénavant, il y a besoin de faire monter également ce lobby. Et je pense que vraiment, ce qu'on a dit sur la convergence, il est important. Plusieurs choses que vous avez dit qui sont intéressantes. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, qui maîtrise les cadres, maîtrise les su. À partir du moment où on a une scénographie du chaos, on a mis une sémantique derrière, en disant que la population migrante présente aux Comores est une population migrante, violente, de la délinquance, et forcément sur la population qui était là depuis des années, on n'entendait pas cet écho-là. Et aujourd'hui, tout d'un coup, on a une espèce de mise en scène de cette violence et de cette... qui est peut-être avérée, hein, je ne conteste pas les faits, mais il y a aussi un bien-vivre qui se faisait par avant. Et cette espèce de lutte contre le logement insalubre, alors on va revenir sur le thème des casages. Enfin, les cases, il y en a dans plein d'autres territoires d'outre-mer. Donc si on devait faire des décasages, c'est-à-dire lutter contre les cases en désignant cela comme étant un logement insalubre, on le ferait dans les Antilles, on le ferait dans la Polynésie, on le ferait partout ailleurs. Parce que les cases, les constructions en tôle, il y en a partout, et il y en a qui ne sont effectivement pas des logements décents. Et voilà, aujourd'hui, il y a une espèce de sémantique qui se met en place. Après le volet institutionnel, il y a aussi maintenant le volet médiatique et sémantique qui est à l'œuvre et qui permettent toujours à nouveau d'asseoir des entorses au droit, des entorses au respect du droit. Et puis il y a ce ventre mou aujourd'hui des politiques et des judiciaires qui ne se saisissent pas des saisines en bonne et due forme, de vos associations qui représentent les citoyens et qui n'écoutent pas. Donc vraiment, c'est pour ça que nous insistons vraiment pour qu'il y ait une convergence et que demain on se retrouve d'ailleurs dans ce même combat. Je vais laisser poursuivre. Je vais être sur le volet juridique. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors, Mayotte est considérée comme un département français, pour autant la continuité territoriale avec l'Hexagone n'existe pas. Si on prend l'angle de l'accès au droit, notamment de la question des personnes étrangères, la question du traitement des personnes étrangères, c'est assez flagrant. Le texte de référence sur la question des personnes étrangères à Mayotte et dans tout le territoire français, c'est le CESEDA. C'est le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est entré en vigueur à Mayotte en 2014 avec de nombreuses exceptions dont parlait justement monsieur un peu plus tôt. Le CESEDA donc comprend la question de l'entrée au séjour, de l'entrée sur le territoire, du séjour, des éloignements du territoire et également du droit d'asile. Il est censé donc être abordé de la même manière sur tous les territoires, sauf que dans les Outre-mer, et notamment à Mayotte, il existe systématiquement des exceptions, des singularités qu'on appelle des spécificités mahoraises. Je vais en aborder quelques-unes pour un peu
pour que vous vous représentiez la différence de traitement entre la France hexagonale, les différents territoires d'outre-mer et Mayotte. Donc Mayotte, en matière de droit au séjour, Mayotte est le seul département où l'admission exceptionnelle au séjour n'existe pas. Ailleurs, les personnes qui vont faire valoir des motifs exceptionnels de droit au séjour pour droit humanitaire, qui sont par exemple sur un territoire français depuis plus de 10 ans, peuvent faire une demande de droit au séjour et derrière obtenir un titre de séjour. Cette catégorie à Mayotte n'existe pas. Or, il existe des personnes qui y sont depuis plus de 3-4 décennies et qui n'ont jamais réussi à obtenir un titre de séjour. La question de la carte de séjour temporaire délivrée à Mayotte, qui s'applique uniquement à Mayotte, c'est-à-dire dont le séjour est uniquement autorisé à Mayotte, a aussi été pas mal médiatisée ces derniers temps. Lorsqu'une personne étrangère obtient une carte de séjour à Mayotte, une carte de séjour d'1 an, elle peut travailler, elle peut séjourner sur le territoire, elle cotise, elle paye des impôts. Pour autant, elle ne peut pas aller dans un autre département français. Elle aura besoin d'un visa qui sera demandé à la préfecture de Mayotte pour pouvoir se rendre à La Réunion, pour pouvoir se rendre en France hexagonale. Et ça, c'est vraiment l'une des grosses problématiques à Mayotte, étant donné qu'on a des familles qui sont séparées, qui sont sur les différents territoires et qui ne peuvent pas se rejoindre faute d'obtenir un visa. En matière de droit à la nationalité, depuis le 1er mars 2019, l'accès à la nationalité française pour les jeunes qui sont nés à Mayotte a également été modifié. Normalement, il s'agit d'une mesure qui concerne l'ensemble des territoires, qui est constitutionnelle. Et là, depuis 2019, il y a donc une brèche sur cette question-là, puisqu'à Mayotte, on a ajouté une exception, on a ajouté encore une condition, c'est-à-dire que les personnes qui sont nées à Mayotte doivent avoir un parent dont la situation est régulière depuis au moins 3 mois au moment de leur naissance. Ça crée une brèche, une vraie rupture d'égalité entre les jeunes qui sont nés à Mayotte et les jeunes qui sont nés sur n'importe quel autre département français. En matière de circulation des mineurs étrangers, il y a ce qu'on appelle un document de circulation pour les étrangers mineurs qui s'appelle le DCEM, qui est délivré normalement de plein droit à un mineur si l'un des parents dispose d'une carte de séjour temporaire. C'est-à-dire si l'un des parents est en situation régulière, un mineur peut obtenir un DCEM. À Mayotte seulement, encore à Mayotte, l'enfant doit en plus être né sur le territoire. C'est-à-dire que tous les enfants qui sont arrivés sur le territoire de Mayotte à l'âge de 1 an, 2 ans ne peuvent pas obtenir ce document. Alors, comme ça, on se dit que ce n'est pas forcément important. Sauf que dans les faits, cette situation, elle est catastrophique. À titre d'exemple, on a accompagné plusieurs familles qui étaient originaires de Mayotte, donc chacune avec des titres de séjour, qui avaient des projets pour se rendre à La Réunion ou en France hexagonale, et qui pouvaient, parce qu'elles avaient des cartes de séjour ou des cartes de résident. Sauf que certains enfants issus de mariages précédents, n'étant pas nés au territoire. Et derrière, on a eu des familles qui sont complètement éclatées, encore une fois, entre les deux territoires, avec des enfants qui y restent, pas parce que les parents ne veulent pas les prendre, mais parce que les parents ne sont pas autorisés à venir les chercher. Et cette particularité qui est entrée en vigueur en 2019 est catastrophique et on entend très peu parler d'elle. Et c'est l'une des conséquences aussi, enfin c'est l'un des symptômes, c'est l'une des origines de beaucoup d'enfants qui sont considérés comme mineurs isolés, pas parce que les parents les ont abandonnés, mais parce qu'ils ont dû aller en métropole ou aller à La Réunion pour par exemple des soins, pour des raisons qui leur importaient et qui ne peuvent pas amener leurs enfants avec eux. En matière d'éloignement, puisque c'est aussi une grosse question, c'est-à-dire les expulsions du territoire, il y a une spécificité là qui concerne l'ensemble des territoires ultramarins. Le recours, lorsqu'on a une obligation de quitter le territoire français, à Mayotte n'est pas suspensive. C'est-à-dire qu'en France métropolitaine, quand une personne reçoit une décision du tribunal, enfin de la préfecture en l'occurrence, qui lui annonce qu'elle doit quitter le territoire, la personne peut faire un recours au tribunal. Et pendant que le juge prend une décision, la personne ne peut pas être expulsée. Sauf qu'à Mayotte, c'est le cas. Et du coup, tous les ans, on a des milliers de personnes qui sont expulsées, alors même que leur procédure est en cours, qu'elles n'ont pas encore obtenu la décision de la justice et qui vont pourtant se faire expulser. On a eu des situations où des personnes ont été expulsées 3 jours après, le juge avait rendu une décision cassant la décision de la préfecture. Sauf que derrière, impossibilité de faire revenir ces personnes. Pour finir un peu sur les dérogations, Mayotte, c'est le seul département où la carte de résident, qui est la carte de 10 ans, qui ouvre droit aux minima sociaux, autorise du coup le voyage sans visa.
C'est le seul département où, en France, ou à Mayotte, une personne étrangère qui est en situation régulière depuis plusieurs années ne peut pas obtenir les minima si elle n'a pas la carte de résident. En France, au bout de 5 ans, une personne en situation régulière peut tout à fait prétendre aux minima sociaux. À Mayotte, c'est seule la carte de résident qui nous ouvre ses droits. Or, on parlait de dématérialisation, on parlait d'accès à la préfecture, c'est quasiment impossible de faire ce type de demande aujourd'hui. Et les personnes sont maintenues dans une très grande précarité, où derrière elles ne peuvent pas accéder à du logement social, qui n'existe pas en l'occurrence à Mayotte, puisqu'il y a très peu de logements qui sont construits, et qui se retrouvent du coup dans des situations où elles ne peuvent pas avoir de justificatif de domicile, derrière elles n'arrivent pas à renouveler leur titre de séjour, et se retrouvent dans une irrégularité qui leur pose énormément de problèmes. Ces singularités du coup mahorais dont on parle sont assez dramatiques, c'est des situations qui ont lieu quotidiennement, il faut le savoir, des personnes qui sont arrêtées, qui sont expulsées en moins de 24 heures, des familles qui sont séparées entre les différents territoires, des personnes qui sont maintenues encore une fois vraiment dans une précarité très importante. Dans son dernier rapport sur Mayotte, le défenseur des droits alertait déjà sur des règles dérogatoires et sur une politique d'accueil défaillante, c'est clairement le cas. L'opération Wuambushu dont il est question aujourd'hui est juste la continuité de toutes ces politiques. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, on assiste à une brutalité, à une hostilité envers les personnes qui sont considérées comme étrangères et qui sont systématiquement montrées du doigt, qui sont prises comme des commissaires, notamment de plus en plus par des élus qui ont ces discours-là dans les grands médias et qui sont repris sans aucune connaissance réelle du territoire. Voilà. Merci. Ce beau colloque, cette belle table ronde, cette belle table ronde avec des propos productifs que j'ai pu entendre qui étaient très justement dits. Nous, acteurs politiques de gauche, on a été très alertés au moment de l'annonce de cette opération. On a agi via différents communiqués, différentes interpellations du ministre de l'Intérieur. Et à chaque fois, on s'est heurté à soit la sourde oreille, ou soit à des opposants politiques qui nous brandissaient cette volonté des Mahorais sur place pour cette opération. Et tout ceci a été amené avec un bon cheminement médiatique. On avait différents discours de la députée Estelle Youssoufar, M. Kamaldine un peu à un degré moindre, mais il participait aussi à cette manigance médiatique. Et ensuite une population mahoraise sur place qui revendiquait à chaque fois la demande via soit des réunions ou des vidéos. Et dans ce procédé-là, comme moi je l'ai vécu en interne avec des militants de gauche, c'est que on s'est trouvé heurté, nous, à avoir un manque de points d'appui. Un manque de points d'appui où, je vais dire franchement, des députés, moi y compris, parfois on n'a pas su répondre à Estelle Youssoufar de façon plus véhémente. C'est ce qui a amené ensuite le propos du conseiller départemental. Parce que on est carrément en roue libre. Quand on laisse passer certains propos, il n'y a plus de limite. Et un monsieur, un jour, sur un plateau télé, va dire qu'il faut brandir des armes et tuer les gens. Et moi, j'ai été extrêmement choqué. Je suis de la ville de l'Île-Belle, où il y a une grande communauté comorienne, il y a même des Mahorais. Même moi, faire la différence entre un Mahorais et un Comorien, je ne sais même pas. Quand certaines personnes parlent du taux de natalité qui est trop exponentiel à Mayotte, en vrai, les Français devraient se réjouir parce qu'on dit que pour la retraite, il y a seulement 1,7 actifs pour 3 retraités. Et on parle d'un département, soi-disant français, où il y a une forte natalité, mais là, ça pose problème. À un moment donné, on sait pourquoi ça pose problème. On ne cherche même pas à savoir s'ils sont mahorais ou s'ils sont comoriens. Moi, j'aimerais dire à ces personnes qui disent oui, fiers d'être français, ces mahorais-là, il y a des choses qui sont faussement dites. On ne peut pas dire d'autres termes. On le voit même, que ce soit en Guyane, même en Guadeloupe, en Martinique aussi.
et dans différentes îles de l'outre-mer, il y a une continuité territoriale qui est absente. Et comme l'a rappelé Dominique Sopo, à chaque fois, quand il y a carence de l'État, on va pointer du doigt une minorité. S'il y avait, et ça a été le cas à un moment donné en Guadeloupe, à un moment donné, on pointait du doigt les Haïtiens. Pendant l'opération Montbouchou, moi j'étais aux Antilles au même moment. Et je me suis dit, j'espère qu'on n'aura pas ce cas-là en Guadeloupe avec les Haïtiens. Mais il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, c'était ça. Le problème, c'est les Haïtiens. Et pourtant, il y a des Haïtiens qui sont maintenant à Pointe-à-Pitre depuis des années, comme les enfants, qui sont guadeloupéens, mais d'origine haïtienne. Il y a des Mahorais d'origine comorienne qui sont sur place. Et même dans un schéma de pensée simple, je suis comorien, une comorienne, je me marie avec un Mahorais, nous avons des enfants, qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant-là? On va le tuer? C'est ça la prochaine étape de propos. C'est tuer les bébés qui vont naître à Mayotte. Tuer les bébés qui vont naître à Mayotte. C'est la suite des choses. Maintenant, à quel moment? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on puisse dire stop, nous, acteurs politiques, mais aussi militants associatifs et société civile. Il faut, j'ai entendu le mot, faire une convergence pour que nous puissions, nous, acteurs politiques, se reposer sur vous et avoir des éléments. Moi, j'ai des éléments de par mon expérience personnelle. Parce que vous savez, Sarcelles, Gare, Gilbert, La Courneuve, la communauté comorienne est ultra présente. Mais il y a des acteurs politiques qui ne sont pas issus de ces territoires-là et qui ont du mal à défendre la cause. Sans rentrer dans par rapport à l'indépendance de Mayotte, juste sur l'affaire de dignité humaine, juste sur les droits humains déjà. Sur les droits humains déjà, on n'y est pas. On ne n'y est pas. Et la situation est alarmante. Et avec tous ces épisodes qui ont suivi l'opération, même l'opération en amont, parce qu'elle a mis du temps à se déclencher. Même le moment donné, ou même en termes de calendaire, ils avaient statué par rapport au Ramadan, ils avaient vu que c'est vraiment c'est méchant. Et c'est très profond. Le mal est profond. Et je ne sais pas, moi, si les Mahorais pensent que la situation de l'île va s'arranger en déportant une population, encore une fois, c'est un mensonge. Ces bidonvilles, il y des personnes. Moi, j'ai pu me renseigner un petit peu pour fouiller, pour voir certains pays des loyers à des Mahorais. Et ensuite, aujourd'hui, maintenant, ça a été ces bidonvilles vont passer par des écoles, qui va permettre ou à des hôpitaux, tout ça encore pour encourager cette action. Il y a eu des vidéos où on voyait des convois de bus se faire arrêter par des groupes armés avec des machettes. Mais qu'est-ce qui va nous faire dire que ce sont des Mahorais ou des Comoriens? Parce que je vous le dis, les gens s'appuient là-dessus. En politique, en France, on s'appuie sur ça. Une vidéo, on va s'appuyer là-dessus, on va taper, on va dire bon, ok, Montbouchou, c'est nécessaire. Parce que je vous le dis, ils ont hésité. Hein. Pendant des longs moments, ils ont hésité. Et moi, je déplore que nous, élus de gauche, humanistes, on n'a pas réussi à faire freiner cette action. On a échoué. On a échoué. L'opération, 3 mois avant, on a fait des communiqués, on voyait qu'ils hésitaient, etc., etc. Mais on n'a pas été assez bon. Maintenant, il faut trouver des points d'appui sur place. Chose qui est difficile. Il faut discuter avec la communauté comorienne, ici en France. Moi, en tant que vice-président du groupe d'amitié, quand M. Kamadjoun a été nommé président, j'avais alerté dans mon territoire. J'ai dit, bon, si M. Kamadjoun est nommé président, ça interroge quand même. Ça aurait pu être aussi Issa Youssoufa, président du groupe d'amitié.
Parce que le groupe d'amitié, au moins, on peut faire quelques communiqués, on peut intervenir au niveau du Parlement, au niveau des ambassades. C'est aussi un point d'appui. Moi, j'ai pu au moins avoir la vice-présidente parce que je me suis battu pour avoir au moins cette vice-présidence-là. Parce que sinon, on est carrément cloué au sol. Et je vous le dis, d'autres élus ne peuvent pas. D'autres élus ne peuvent pas. Estelle Youssoufa, quand elle arrive en plateau télé, elle va dire à l'élu, écoute, t'es d'où? De la Creuse? Pourquoi tu parles? Moi, je suis sur place. Malheureusement, il y a des élus de gauche qui n'arrivent plus à parler. Ils disent, ah ouais, c'est vrai, j'arrête. Mais en réalité, non. Peu importe la situation, si elle se dit vraiment française, républicaine, qu'il y ait une situation dans le Tarn ou autre, nous sommes députés nationaux. Elle-même fait de la ségrégation en disant, vous ne parlez pas, elle le dit carrément parfois, ne parle pas de la situation parce que tu n'es pas de là-bas. Elle est contradictoire. Mais je pense qu'il y a un travail à faire ensemble avec les organisations. Et aussi, ça demande aussi une unité. Parce que, encore une fois, différentes communautés arrivent devant des cas de figure, des situations délicates, et arrivent à mobiliser ou à sensibiliser l'opinion publique et politique via des manifestations ou des rassemblements. Moi, j'ai vu une manifestation à Marseille, une à Paris, mais je n'ai pas vu quelque chose de conséquent, parce que la situation l'oblige. Il faut absolument qu'il y ait cette convergence entre vos organisations. Je ne sais pas comment faire, je n'ai pas la méthode, hein. Et moi je pense vraiment que les solutions viennent de la base. Et nous, politiques, on doit être là pour accompagner. Moi je serai toujours présent pour venir accompagner une situation, une solution ou un mouvement de mobilisation. Je serai le premier à porter avec vous. Vous serez vraiment venir de la base. Il faut des rassemblements aux invalides, interpeller les élus. Madame Youssoufa, moi je suis désolé, vous devez, vous, communauté comorienne, elle a été élue par le peuple, par les urnes, peu importe la circonscription où elle a été élue, elle est élue de la nation, vous pouvez l'interpeller en sortant de l'Assemblée nationale sur des rassemblements. Et vous serez un point d'appui pour nous, élus de gauche, en disant, bah oui, Madame Youssoufa, tel rassemblement, même devant l'Assemblée nationale, les gens condamnent vos propos. Il faut cesser la ségrégation. Moi, ça relève de l'apartheid, ce qui va se passer. Franchement, je ne comprends pas. Et on va avoir des CRS qui viennent de Bourg-en-Bresse, de Lyon. Ils vont débarquer sur place à Mayotte. Ils vont dire, toi, tu vas à gauche, toi, tu vas à droite, tu prends le bateau, tu rentres. Si on se refait le film, comme l'a expliqué Maître Louis, ça rappelle à les histoires les plus sombres de la France. Malheureusement, ça existe. Et on le voit dans le combat de la racisme. C'est qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique, il y a des idées qui sont relayées à l'Assemblée nationale ou dans des groupuscules militants très actifs, d'avoir un relais sur ce courant de pensée. Le courant de pensée, les enfants de Vichy, la France de Pétain. Ou devant une situation, on va stigmatiser une population, accuser d'autres, et avoir soit la police en tant que bras armé, et quand on n'a pas la police en bras armé, on a des groupuscules, et la police ferme les yeux. Et là, la situation, c'est que ça fait une crise sanitaire. Et ensuite, sur toute la région, que ce soit l'île de la Réunion ne sera pas épargnée. Toutes les îles autour ne sont pas épargnées par la situation. Ça va faire une très grosse crise sanitaire. Voilà tout. Merci à vous. Puisque monsieur le député, président, je m'appelle Lycée Simon, je suis chargé de communication du collectif Stop Wambushu qui est né au tout début, c'est-à-dire fin mars, début avril, quand Wambushu était étudié par Canard Enchaîné. Nous avons organisé donc une manifestation le 16 avril dans toutes les grandes villes de France jusqu'à la Réunion. Ça c'est pour la présentation. Et donc tout à l'heure vous avez la casquette du rapporteur des propos de l'historien. Là je prends la casquette du rapporteur
du collectif Stop Ouambouchou, dont je suis le chargé de communication. Donc je vais être très court, puisqu'il y a des choses qui ont été déjà dites là. Le collectif Stop Ouambouchou, évidemment, a fait un petit diagnostic sur 3 éléments. Donc l'instauration illégale du visa à la dure de 1995, ayant servi à entraver donc, la libre circulation des Comoriens entre les îles de l'archipel des Comores, et a permis des politiques français de faire Mayotte leur politique de chiffres cyniques en matière de politique migratoire. Il est aussi responsable de plus de 30 000 morts au large de Mayotte, le plus grand cimetière marin de la Méditerranée. Ensuite, deuxième point, l'opération Ouambouchou, au paroxysme de la violence d'État contre les populations générales de Mayotte, vise à un triple objectif, ça a été dit ici, je ne vais pas détailler puisque ça a été dit. Un, intensification des expulsions, donc à 22 000 en 2 mois, donc soit à peu près 400 expulsions par jour. Et ensuite, deuxième point, nettoyage massif de 800 bidonvilles. Et troisième point, éradication de la délinquance. Et puis, l'opération Ouambouchou a des conséquences graves pour l'équilibre du monde et puis évidemment pour l'équilibre des 4 îles. Et puis, ça a été dit aussi au tout début des interventions, donc c'est le fait de déplacer des personnes contre le gré sur leur propre territoire alors qu'ils sont chez eux. Voilà, c'est passé de crimes contre l'humanité. Et les spécialistes ici l'ont bien précisé. Nous, on a un dossier, on a fait des conférences plusieurs fois concernant l'occupation de l'île Comorienne de Mayotte, parce que le collectif Stop Ouambouchou est lié à une structure qui s'appelle le CEDISCOM, collectif de défense de l'intégrité territoriale des Comores, qui existe depuis des années. Voilà, c'est-à-dire depuis quasiment cette occupation avant, qui portait d'autres noms, c'est-à-dire Nation Amane, ensuite Diascom, ensuite là c'était devenu collectif, devenu CEDISCOM, donc qui s'est toujours battu pour le retour de Mayotte dans son ensemble. Donc cette question de Mayotte, nous la connaissons depuis des années avant que Ouambouchou vienne. Et Ouambouchou, c'est lui qui est la conséquence donc d'une colonisation. J'ai oublié de dire que nous avons une position très claire. Nous ne sommes pas là pour demander aux députés ou aux élus d'appliquer la loi française à Mayotte, puisque Mayotte, c'est un territoire comorien. Donc nous nous référons au droit international. Et ensuite, nous nous référons à la constitution comorienne. Hein, et un point, c'est tout. C'est-à-dire tout ce que les actes que la France font sur le territoire de Mayotte, ce sont des actes qui sont faits de manière unilatérale et de façon illégale. Alors je finis sur la casquette du rapporteur du CSUN, toujours, du collectif Stop Ouambouchou. Nous avons des propositions. Hein, parce que c'est ça aussi l'intérêt de cette rencontre, c'est d'apporter des solutions, des propositions pour avancer. Alors, nous, associations, partis politiques, personnalités réunies au sein du collectif CSUN, présentons aux parlementaires et élus français participant à cette rencontre les propositions suivantes. 1. Mobiliser vos partis et organisations pour tenir ensemble une conférence sur l'opération Ouambouchou en invitant les médias influents. Pourquoi ce point-là? Parce que ça a été dit là aussi, c'est que moi-même j'ai tapé aux portes à tous les médias publics, pas d'extrême droite évidemment, où on n'a reçu aucune réponse. Aucune réponse. C'est-à-dire que après mon retour, après avoir tapé la porte donc à France 2, ensuite RFI, France 24, ensuite TV5 Monde, tous on dirait qu'ils se sont téléphonés. J'ai demandé à rentrer et donc laisser un courrier, même pas, on me laisse en tant que citoyen montrant ma carte d'identité, en tant qu'enseignant. J'ai dit voilà, je ne viens pas ici en tant qu'ennemi, on est dans un espace public, donc je peux rentrer au moins à l'accueil pour laisser un courrier. Ils m'ont refusé. Voilà. Donc pour vous dire à quel point nous sommes en France. Donc, alors on a essayé à ce niveau-là pour essayer de montrer donc, notre position à travers les médias, donc qui soit quand même voilà, qui montre qu'il y a au Comores, enfin en France, pardon, il y a des associations comoriennes qui militent et puis qui connaissent leur propre histoire et qu'on a entendu souvent, Estelle Soufan, Mansour Kamardine et d'autres personnes qui se prétendent des historiens qui connaissent les Comores, qui racontaient tout et n'importe quoi dans les télévisions françaises.
Donc nous on revendique à ce qu'on soit entendu, parce que nous sommes des Comoriens, nous connaissons mieux notre histoire que ceux des personnes qui prétendent avoir fait des thèses, etc. On n'a entendu que des histoires, vraiment des choses qui ne tiennent pas debout, voilà, sur l'histoire des Comores. Et donc c'est la raison pour laquelle nous demandons pour ce point-là à ce que les élus ici qui avaient l'habitude d'avoir des médias, des possibilités de rencontrer des médias mainstream, etc., que nous puissions organiser une conférence en vous invitant aux sociétés civiles, en vous apportant la vérité sur l'histoire des Comores et l'occupation illégale de l'île comorienne de Mayotte. Deuxième point, interpeller au Parlement français le ministre Darmanin sur l'opération Wambouchou qui a suscité une plainte à la Cour pénale internationale, ça a été dit ici, par le Conseil représentatif des associations noires, voilà, le CRAN. Et troisième point, appuyer tout projet de loi visant à l'abolition du visa nature, illégal, criminogène. Dans ce sens, il y a un projet qui est en route, qui est en cours avec la sénatrice Eliane Assassi, un projet de résolution au niveau du Sénat pour l'abolition du visa nature. Et quatrième point, appuyer le lancement des dialogues d'apaisement entre les acteurs comoriens et français, partie prenante à cette crise, avec une médiation internationale valable. Les propositions du collectif, et je vais aller très très vite, je prends la casquette du citoyen français et comorien, si vous me permettez, c'est-à-dire mon point de vue personnel. Alors moi, ce que je pense que, enfin, c'est une réalité. Hein. Donc en ayant étudié donc, la question de l'occupation illégale de l'île comorienne de Mayotte, on constate deux choses importantes. Je ne vais pas trop détailler parce qu'on n'a pas tout le temps. Il y a une première partie que j'ai appelée ça la chronologie de la légitimation. Et lorsqu'on regarde la chronologie de l'histoire juridique, l'histoire tout court du juridique, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on ne peut pas revenir en arrière. Contrairement à ce qu'avait dit notre ami de Sobo, on est dans le fait accompli, il y a un fait historique, etc. Nous, on n'est pas dans cette position parce que l'Algérie était bien indépendante. On est d'accord? Et donc on ne peut pas dire, bon, les choses sont faites, on ne peut pas revenir en arrière, c'est pas possible. Donc cet argument va dans le sens que je dis là. Alors, il y a eu une consultation le 22 décembre 1974, la question est celle-là. Voulez-vous que le territoire des Comores, 4 îles, soit indépendante? On a posé la question à l'ensemble des 4 îles. On a parlé de territoire. On ne leur a pas demandé s'ils voulaient être français. On leur a demandé si le territoire. Donc les termes sont très précis. Donc 94%, on dit oui, donc on ne peut pas revenir en arrière sur cet effet-là. Donc forfaiture, comptabilisation île par île, après avoir découvert que la majorité avait dit oui. Et ensuite, seule une consultation, c'est la seule consultation qui est reconnue par les Nations Unies. Ça a été dit là aussi. Ensuite, la proclamation de l'indépendance, là, 22 décembre 1974. La chronologie est très importante. 6 juillet 1975, indépendance des Comores, reconnue par les Nations Unies. Donc la Constitution reconnue par les Nations Unies, l'indépendance reconnue par les Nations Unies, 74-75. Ensuite, droit international. 12 novembre 1975, date des faits de reconnaissance politique, reconnaissance des frontières des 4 îles comoriennes, reconnaissance d'une unité linguistique, culturelle, historique et géographique, et même Giscard l'avait dit. Donc troisième date encore, 12 novembre 1975, date à laquelle les Comores adhèrent aux Nations Unies. Le droit international des Nations Unies accepte et accorde cette réalité juridique. Donc on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas dire ah oui mais on vient en soulier, etc. Mais quand on signe un contrat, et encore il n'y avait pas de contrat à ce moment-là, il y a bien des dates d'effet à un moment donné. Donc vous voyez, il y a une chronologie auquel on ne peut pas dire qu'on revient en arrière pour parler de ce qui s'est passé avant. Et puis il y a une reconnaissance par rapport à une chronologie historique et juridique qui est là, auquel on ne peut pas déroger. Donc il y a un point qui est très important, c'est la primauté, les juristes sont là, ils peuvent me reprendre, la primauté du droit international sur les autres droits nationaux. C'est-à-dire que le droit international est au-dessus de tous les droits des États membres de l'ONU. C'est-à-dire que là, la France ne peut pas appliquer son droit à Mayotte ni à aucun pays africain. Donc soyons clairs. Donc il faut considérer que tous les actes, les budgets, les actes, les référendums, tout ça, d'ailleurs il n'y en a aucun qui a été reconnu, répétisation, départementalisation, tous ces actes-là n'ont aucun sens, n'ont aucune légitimité face au droit international. Ça c'est une réalité. Vous pouvez me reprendre, les juristes.
Et résolution 31.4 du 21 octobre 1976. Vous avez vu 74, 75, 76. Il y a eu 22 résolutions contre l'occupation illégale de l'île comorienne de Mayotte par la France. Il y en a une qui est très importante, c'est la résolution 31.4 du 21 octobre 1976, qui condamne par avance tous les actes de la France sur l'île comorienne de Mayotte. Depuis le 12 novembre, puisque le 12 novembre c'est la reconnaissance de l'adhésion des îles au sein des Nations Unies, à partir de là, on a un état de 4 îles. Donc cette résolution dit, quelles que soient les résolutions, quelles que soient les consultations qui seront faites par la France sur ce territoire, sont nulles et non avenues. Donc voilà, on peut toujours chanter autre chose, et puis je termine. Voilà, je termine là, puisque je ne peux pas aller plus loin, puisque voilà, les autres doivent aussi parler. Merci. Ça va être la jeune femme à côté de vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Juste à signaler, merci mesdames d'être venues, parce qu'on est en minorité, malheureusement. Merci messieurs de votre présence. Moi je suis là, je suis Binti Mouzali Djamila, donc comorienne de naissance. Je suis arrivée en France en 77, donc ça fait un paquet d'années quand même. Je suis née française. Mon père était gendarme français et il a pris sa retraite. Lorsque les Français sont partis, il a dit « je ne suis pas. Je suis comorien, je reste au Comore. » Je suis là en tant que membre du collectif Femmes engagées comoriennes de France, mais également membre de l'association Wukisho et Masiwa, qui veut dire la sauvegarde des îles, des 4 îles. Et au sein de cette association, il y a des sympathisants, il y a des membres de l'association issus des 4 îles, aussi bien Mayotte, Anjouan, Moélie et la Grande Comore. Nous nous entendons toutes et tous, parce qu'il y a des garçons, il y a des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes qui sont dans cette association. Et nous, ce qui nous choque personnellement en tant que femme, en tant que mère, c'est la partie de la déshumanisation de cette opération Wambushu. C'est déshumaniser un peuple, des êtres humains qui sont chez eux, qui ne comprennent pas pourquoi on leur dit il est interdit d'être chez vous. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tout ce qui a été dit là, c'est la réalité. Mayotte est une île comorienne. Ensuite, il y a la partie humaine, médicale, assistance. C'est-à-dire, on sort des gens déjà de chez eux. Des enfants ont été abandonnés là, pas du gré des parents, mais du gré de l'État français qui a expulsé pendant des années, parce que l'opération Wambushu ne date pas d'aujourd'hui. Ces expulsions ont toujours eu lieu depuis l'arrivée du visa baladure qui a été évoqué ici. Donc c'est de tout temps, depuis ces années-là, il y a des expulsions, les gens meurent dans l'océan Indien, mais on n'en parle pas, on parle des morts en Méditerranée, mais l'océan Indien également est un cimetière. L'océan Indien est un cimetière et il n'y a pas que des Comoriens. Les expulsés ne sont pas que Comoriens, il y a des Malgaches, il y a des Africains qui viennent du continent proche du canal de Mozambique, parce qu'il faut dire les choses. Donc là, on a réuni toutes les personnes dont on ne veut pas à Mayotte, on a détruit ces cases, y compris des Mahorais, parce qu'il ne faut pas croire que tous les Mahorais habitent dans des belles maisons et des appartements. Il y en a énormément qui sont dans ces bidonvilles. Moi, j'ai une demi-sœur, mon père a 2 enfants à Mayotte, comment on fait? J'ai une sœur et un frère. J'ai connu ma sœur il y a à peine 5 ans. On s'est retrouvés sur Facebook, je ne la connaissais pas. Moi, je suis arrivée en France en 77. Elle est née en 74. Comment ça se passe pour nous 3, en fait? La réalité, c'est ça. Et il n'y a pas que moi. Sur les 4 îles, en fait, nous sommes des familles. On ne peut pas couper une famille, on ne peut pas créer la Corée du Nord et la Corée du Sud. Là, c'est des îles, c'est visible, en fait. En jouant, voir ses voisins. D'accord? Là, il y a des enfants qui sont en jeu. Des grands, des petits. Moi, j'appelle ça des enfants, puisqu'à 20 ans, 25 ans, ils n'ont pas connu leurs parents, puisque la France les a expulsés et a gardé des gamins de 1 an, de 6 mois, de 5 ans, de 10 ans, sans structure. Pas de scolarisation, il n'y a pas de foyer, il n'y a pas de structure éducative. On les héberge même pas.
où on les retient, il y a des camps de rétention, il faut croire, il faut le savoir en fait. Tout ça existe. Et ces enfants ont été élevés par des voisins. C'est les voisins qui leur donnent à manger en fait, dans ces bidonvilles-là. Ces enfants se sont élevés tout seuls. Donc s'ils sont devenus des voleurs, ou des agresseurs entre guillemets, ce ne sont pas eux les agresseurs. C'est la France qui les a agressés en les séparant de leurs parents. Maintenant, il y a encore la partie sanitaire, dont on n'a pas parlé ici. La population mahoraise. Il y avait une vidéo dessus, il ne manquera pas la diffusion. Oui, je vais parler de ce point-là, puisqu'il est hyper important. En fait, donc, les Mahorais, on les a montés contre leurs frères et sœurs. Ils sont à plein dedans, donc ils refusent l'accès aux hôpitaux, l'accès aux soins des Comoriens, des grands Comoriens. Je mets toujours des guillemets, puisqu'ils ne sont plus considérés, les Mahorais ne sont pas Comoriens, dans leur imaginaire toute récente, puisque c'est tout récent, en fait, 75. Donc on refuse à leurs frères et à leurs sœurs et à des enfants en bas âge, des femmes, on refuse à des femmes l'accès aux soins, l'accès à l'accouchement. Donc des vieilles personnes, des personnes très âgées, il n'y a aucun soin. On leur refuse l'accès aux hôpitaux. Les soignants ne peuvent pas les soigner parce que les Mahorais mettent des barricades, refusent l'accès dans les hôpitaux. Donc tous ces points-là, c'est la partie humanitaire. C'est le pays des droits de l'homme, m'a-t-on appris. Où est le droit là-dedans? Est-ce qu'on est un homme uniquement parce qu'on a des papiers français, ce qui n'est pas vrai non plus, sur le territoire français, ici, dans l'Hexagone, puisque lorsqu'on est noir, enfin lorsqu'on est issu des minorités visibles, parce qu'il n'y a pas que les noirs, les droits ne sont pas les mêmes. Nous, on est nés français. Il y a la génération d'Amina qui est née après, qui est née en France, mais moi je suis née avec un père gendarme qui nous a obligés, parce que pour moi c'était une corvée. Une semaine avant le 14 juillet, on devait apprendre l'hymne national, être impeccable, être habillé comme des sous. Enfin, c'était l'Aïd pour moi. Le 14 juillet, c'était l'équivalent de l'Aïd. Puisqu'on était alignés, on devait apprendre l'hymne national, on devait chanter la Marseillaise. Parce qu'il travaillait pour l'administration française, il était gendarme militaire. Il a travaillé sur les 4 îles. D'accord? Et c'est pas le seul. Estelle Youssoufa, je suis sûre que son père est de la génération de mon papa et qu'ils étaient dans les mêmes casernes et qu'ils ont fait le même boulot. Sauf voilà, Madame Estelle Youssoufa, je le dis, oublie que son père est un Comorien et que sa mère est belge. Où est son sang mahorais? Parle-t-elle mahorais? Parle-t-elle comorien? J'attends qu'elle vienne ici, qu'elle me parle en comorien et qu'on discute en comorien. Elle se revendique mahoraise, qu'elle parle d'abord la langue, la culture comorienne, qu'elle me l'explique. Moi qui suis ici depuis l'âge de 11 ans, qu'elle me l'explique. Elle l'est, lui, de Mahorais. Voilà ce que j'avais à dire. Monsieur Sopo, vous avez la gâchette facile. Si vous avez 2 minutes, parce qu'après on va donner la parole pas 2 minutes, l'audience. parce que comme j'ai été interpellé par rapport à ce que je disais, donc je rappelle ce que je dis. Oui, effectivement, comment dire, j'ai parlé des référendums de 74, 75, la consultation de 76, mais je rappelle que quand on est sur un problème politique, et un problème politique qui tient compte du réel. Et que soit on fait comme si ce qui s'est passé depuis 50 ans n'a aucun impact et qu'on reste sur quelque chose en disant il y a 50 ans c'était comme ça, c'est illégal, donc c'est illégal, donc c'est illégal. Ça me fait penser à une phrase de Charles Péguy qui disait du système philosophique de Kant, il disait le kantisme a les mains propres mais il n'a pas de mains. Parce qu'en fait une fois qu'on aura répété ça, qu'on aura dit que c'est issu d'une situation coloniale, l'Algérie, en Algérie il n'y avait pas une majorité de la population qui voulait rester française. Ça, c'est une réalité. Il y a bien des gens qui veulent rester français. Comment dire? Il y a bien eu le mouvement des chatouilleuses, etc. Donc, soit on fait comme si tout ça n'existe pas. Si on fait comme ça, comme si tout ça n'existe pas, en fait, on ne peut pas régler la situation. Quand on règle une situation, quand on veut régler une situation, il faut partir quand même à minima du réel, des relations qui existent entre les gens, des pensées politiques des gens, pour travailler dessus. Parce que si on ne travaille pas sur les pensées des gens, on va faire quoi en fait? Soit on fait de la politique, soit on ne fait pas de politique. Que le droit, que l'histoire soient des points d'appui est une chose, mais ce sont des points d'appui, comment dire, pour travailler sur une situation qui est celle aujourd'hui de 2023. Nous ne sommes pas en 1975, nous sommes en 2023.
Et entre 1975 et 2023, il y a des nouvelles générations, il s'est passé beaucoup de choses, il y a des gens qui ont été travaillés sur le plan intellectuel, idéologique, etc. Il y a des Estelle Youssoufa, il faut bien partir de là où on est aujourd'hui pour faire en sorte de changer la situation et de repenser, de repenser cette situation qui est effectivement une situation qui, j'allais dire quasiment mécaniquement, produit une forme de chaos et de division entre des personnes avec ces logiques de bouc émissaire qu'on a longuement évoquées. De toute façon, vous l'aurez compris, on ne sera jamais tous d'accord. La condition d'une convergence n'est pas d'être d'accord, la condition d'une convergence, c'est qu'elle soit protéiforme, qu'elle nous ressemble tous, et qu'on trouve quel est le socle commun autour duquel on peut se rassembler. L'idée, c'était que chacun puisse exprimer ses convictions et son ressenti, et puis l'historicité, la véracité juridique, sociale et sanitaire, on n'a pas pu tout montrer, mais l'idée, c'était que chacun puisse exprimer les différents courants de pensée par rapport aux propositions et aux revendications. Bien sûr, on ne sera pas tous d'accord, mais là, il y a des choses factuelles. On verra après, l'idée pour nous, c'est de dessiner les pourtours de ce sur quoi on va construire cette convergence. On aimerait qu'il y ait un wagon parlementaire, une commission, parce que nous partons du postulat que savoir, ça ne suffit pas. On peut être les sachants, mais les bons sachants ne sont pas forcément les bons faiseurs. On a besoin de personnes qui pourront faire pour que ce combat soit porté au plus haut. On aimerait qu'il y ait, dans ce cas-là, si on part du postulat qu'on doit faire savoir, parce qu'on doit faire savoir, on doit sensibiliser les autres à cette cause, on aimerait qu'il y ait une commission, parce que dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire, il y a des auditions, cette espèce de ventre mou de la société, de l'action publique, de la justice, de la police, des centres de rétention, l'action aussi sanitaire et sociale, et le volet institutionnel, on pourra y revenir, ça peut être demain historique, ce que je dis, vous avez dit ce nord de l'Algérie, mais si on écoutait toutes les populations d'Algérie, la Kabylie serait indépendante et serait le Mayotte d'aujourd'hui. Donc après, la politique n'a pas forcément toujours raison, n'est pas toujours juste, mais c'est des choix et il faut qu'on s'entende sur ce temps on peut s'asseoir. Je crois qu'il y a quelques personnes à l'Assemblée maintenant, je remercie tous les panélistes, en tout cas merci pour vos propositions et vos contributions. On va laisser un petit peu intervenir également les personnes qui sont venues pour participer avec nous dans ce débat. Merci, donc moi je suis Marie Simati, je suis... quelle a été, je pense qu'en tant qu'élue de cette République, je m'intéresse à ce qui se passe à Mayotte parce que ça heurte mes valeurs. C'est pourquoi je me suis engagée, c'est pourquoi je milite dans différentes associations sur le territoire dans lequel je vis. Et dans les discussions, on en est quelque part quand on parle de... ça j'ai déjà dit au président comorien, en lui posant la question, est-ce que vous pensez que tous les gens qui prennent des quassas, qui risquent leur vie pour aller vivre une misère, ils y vont à cause du drapeau qui se trouve de l'autre côté de ce petit caillou? Je dis non, je ne crois pas. Donc, quel est aussi l'impact du politique? Parce que c'est le peuple comorien, moi je dis, c'est un peuple qui s'est fait avoir des deux côtés. En 1975, certains ont cru, ou en tout cas avaient, les pères fondateurs de ce pays, ont pensé et ont voulu se développer. Ils se sont dit, on est capable de se développer nous-mêmes, on n'a pas besoin d'un colonisateur. Et Zenintéré et les chatouilleuses n'ont pas eu confiance en leurs frères et sœurs des autres îles. On dit non, on n'est pas capable de se développer tout seul. Par contre, on va encore faire confiance à celui qui nous a colonisés en pensant qu'il va nous accompagner vers ce développement. Aujourd'hui, 47 ans après, on voit bien que des deux côtés de ce bras de mer, le peuple, celui qui souffre, celui qui est en grande précarité, c'est la population. Et quand on parlait de Madame Estelle Youssoufa et Monsieur Gamardi, moi je le dis, c'est ce qui se passe à Mayotte, cette précarité, c'est la faillite du politique mahorais qui n'a pas été capable de tendre vers cette égalité réelle que leurs concitoyens cherchent en disant nous on veut rester français. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aussi de l'autre côté? Moi je veux bien qu'on tape sur l'autre côté parce que c'est plus facile, mais non, je pense que quand on est un politique, on doit être capable aussi de voir des deux côtés, de se dire des deux côtés, la politique, les politiques publiques, que ce soit les politiques publiques comoriennes ou les politiques publiques qui sont menées à Mayotte, elles ont failli complètement, mais aujourd'hui, on sait, quelle que soit l'insécurité, qu'elle soit économique, qu'elle soit physique, qu'elle soit sociale, elle mène toujours au chaos.
je crois que les propositions, elles doivent être là dans ce sens-là. Moi, en venant ici, je viens parce que, oui, je me dis que, ok, mes parents ont fait le choix, quand leur pays est devenu indépendant, de demander la nationalité française et de rester à Dunkerque. Mais on sait très bien qu'il y a des parents qui vendent terre, qui vendent tous leurs biens pour que leurs enfants prennent le risque de mourir soit dans le bras de mer entre Anjouan et Mayotte, ou alors en Grèce, entre donc cette réalité-là de la migration, les causes de cette migration, ou les causes de ce déplacement, il faut aussi qu'on en parle. Je pense qu'on ne peut pas faire les autruches et avoir une politique de langue de bois, de dire, bah oui, mais non, mais là-bas, quand ils partent à Mayotte, ils sont chez eux. Oui, ils sont chez eux. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que... Parce que, moi je dis, le plus grand passeur, c'est nous, c'est nous, le pays, c'est notre pays, c'est la France. En mettant le visa baladur, on a fait le lit aux passeurs. Donc on a engraissé économiquement des passeurs. Et quand on parle d'insécurité, moi j'ai vu un député du Nord, Damien Carrel, qui est parti avant l'opération Montbouchon, et qui le rappelait, qui disait, mais, on parle d'insécurité à Mayotte, dans les prisons, 95% des prisonniers sont mahorais. Il n'y a que 5% de Comoriens. Il n'y a que 5%, et ces 5%, la majorité, c'est des passeurs. Donc, il y a un moment où, oui, je pense que le problème, c'est comment faire pour, normalement, toute intervention, c'est peut-être ce visa baladur, ce qui fait qu'au lieu de dire, bah, je vais en vacances, comme il disait, je vais en vacances visiter ma soeur, je vais revenir, ou alors du bah oui, je suis enceinte, Mayotte, j'ai de meilleures conditions de prise en compte sanitaire, si jamais j'ai un souci, je reviens, comme je pense que c'est ce qui se faisait. Parce que, au niveau prise en charge sanitaire, il n'y a rien de l'autre côté. Donc, aujourd'hui, de venir, je pense que la solution, elle est aussi là, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que socialement, économiquement, quelles sont les propositions pour que socialement, économiquement, que les Mahorais soient aussi rassurés de dire, bah non, il ne vient pas manger mon pain. D'ailleurs, si j'ai un petit morceau, je dois déjà le partager, déjà il est petit. Qu'est-ce qu'on fait? À quelle échéance Mayotte pourra atteindre cette égalité réelle tant promise par la République? Parce que c'est ça, hein, moi depuis que j'étais à l'université, j'ai compris une chose, c'est que la République est une et indivisible, sauf à Mayotte. Tout ce qui est mis en place par notre République, on touche toujours, sauf à Mayotte. Un jour, j'ai posé la question à un ami député, il m'a dit c'est la spécificité constitutionnelle. Mayotte est une spécificité constitutionnelle. Donc, cette opération-là, oui, clairement, elle met, en fait, c'est un déplacement d'une population, et aussi, quelque part, pardon, mais quand il y a eu la départementalisation, on sait que le département avait un temps pour mettre en place le cadastre, etc., où il y a des Mahorais qui n'ont pas été en capacité de montrer leur acte de propriété sur le terrain qu'ils vivent depuis des générations, et qui aujourd'hui, bah, ces propriétés, elles leur appartiennent peu. Et des députés Youssoufa ou Mansour Kamardine, bah, ils préfèrent dire non, c'est à cause de l'Anjouanais ou de l'Homonien. Comme ça fait oublier qu'en fait, du jour au lendemain, une famille peut se retrouver dans la rue, mais ils diront, mais c'est pas grave, hein, en France hexagonale aussi, hein, on peut être expulsé de chez toi. Voilà. Donc c'est pas cette égalité-là, je pense, que les Mahorais souhaitaient. Donc, voilà, j'aimerais qu'on soit aussi très réaliste, comme disait Dominique, mais aussi qu'on soit aussi honnête dans les débats. Il y a des deux côtés, une tromperie, et la victime, c'est la population comorienne du territoire des Comores, parce que même si Madame Youssoufa dit ça n'a jamais fait partie de Mayotte, n'a jamais fait partie, moi j'ai retrouvé les pièces d'identité de mes parents, c'était écrit territoire des Comores, et il n'y avait pas de S à territoire. Des divergences et des points de convergence, et je pense qu'il faut travailler dans cet élan à créer différentes rencontres, mettre en place un calendrier qui va au-delà de l'opération Montbouchon, parce qu'il y aura d'autres Montbouchons, comme vous l'expliquez, qui pourront arriver sur notre territoire, les Outre-mer. Et il faut, encore une fois, comme tu l'as dit, être présent aussi dans des situations qui concernent d'autres îles et d'autres territoires des Outre-mer.
Je vous propose ici, je le dis, de se revoir peut-être d'ici à 45 jours ou d'ici à 60 jours. Mais, non. Mais au moins d'avoir des éléments là pour avoir une continuité et pour avoir ce cercle de réflexion, parce que nous sommes arrivés à un point d'étape où les stigmatisations vont continuer sur les différentes populations, que ce soit ici dans l'Hexagone ou éventuellement dans les Outre-mer. Donc voilà, c'est comme ça que j'aimerais conclure et vous donner un rendez-vous prochain pour travailler sur ces aspects-là, parce que voilà, il y a des éléments à mettre en place. Après, je ne pourrais pas, moi, être le seul élu à porter ça, parce qu'il y a dans différents pays, différentes situations qui sont compliquées. Et comme vous le savez, quand on est originaire d'Afrique, tous les Français originaires d'Afrique ont des soucis au Mali, vont venir vers moi. Ceux qui ont des soucis au Maroc, ils vont venir vers moi. Ceux qui ont des soucis dans tel ou tel pays, Nigeria, Sénégal, etc. Et après, si on porte tous ces dossiers-là, c'est compliqué. Il faut qu'on ait aussi des dossiers sur l'Hexagone. Mais je pense qu'on peut sensibiliser tous les acteurs politiques, humanistes, sur ce sujet et ouvrir à de belles victoires. Je pense que c'est possible par la base, encore une fois. C'est vraiment la base qui pourra tout déclencher. Et il faut interpeller les acteurs politiques parce qu'ils doivent rendre des comptes. Pardon, monsieur le député, une question publique, s'il vous plaît. Juste une question. Le public veut savoir la position de la France insoumise concernant l'île Comore de Mayotte. L'île Comore de Mayotte est-elle française ou comorienne? La position de la France insoumise sur le député. Ça, c'est le truc des Comoriens. Les Comoriens, vous aimez trop les polémiques. Voilà, j'ai déjà fait la conclusion. J'ai pareil, j'ai le cas avec les Marocains pour le Polisario, pour le Sahara marocain avec les Algériens qui me disent non, c'est pas ça, non, c'est pas ceci. Il faut une réflexion collective. Avoir une réponse comme ça à la haute volée, c'est bien beau, c'est bien simple. D'avoir une phrase comme ça et tout le monde est content. Ah, c'est bien. Il faut une réflexion collective. Et aujourd'hui, la situation, elle est celle-ci. Hein. À la base, moi, c'est un combat par rapport à la dignité humaine et sur l'opération Mobutu, par la crise sanitaire. Et on n'est pas sur ce sujet-là, mais c'est un sujet qui est sur la table et qui est totalement ouvert. Mais je pense qu'on va le faire avec vous. C'est pas sans vous, c'est pas les acteurs politiques qui vont décider par rapport à la cartographie, par rapport à l'histoire et dire non. Je pense que réflexion collective. Et on va le faire ensemble. Merci.